Salut les cyberindépendants et bienvenue dans ce nouveau podcast dans un cadre un petit peu spécial, vous pouvez le voir. On est en ce moment au Mastermind de Turquie et je suis aujourd'hui accompagné de deux entrepreneurs, ça commence bien, qui sont juste là. Donc on a Florian qui est là et William avec qui j'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs 2 ou 3 podcasts, je crois. Ouais, deux podcasts, on a fait 2 podcasts. Un habitué de la chaîne Cyber Indépendant. Exactement. Donc voilà, cadre différent. J'ai même d'ailleurs un chapeau, hein, ça change. Hein, on va m'appeler maintenant Alexandre Blacat peut-être, allez savoir. Dans tous les cas, voilà. On est ici depuis quelques jours maintenant et vraiment voilà, c'est sympa. Si vous êtes d'ailleurs sur mon Instagram, vous avez pu voir un petit peu les stories que j'ai pu partager. Sur le canal Telegram, évidemment, je vous ai aussi partagé comme ça quelques petits trucs. Donc je commence tout de suite par ma promo les gars, évidemment. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un pouce bleu et la cloche, un pouce bleu sûr. sur la vidéo, la cloche évidemment si vous êtes sur YouTube. Et si vous écoutez ce podcast sur... Alors le podcast est dispo, j'en profite sur Spotify, Apple Music, Deezer, bref sur toutes les plateformes de podcast. En tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner sur ces différentes plateformes. Alors l'idée de ce podcast en fait c'est quoi? Eh bien ça va être un petit peu de discuter entre nous. Donc entre entrepreneurs digitaux, également aussi business physique, on va en parler tout à l'heure avec notamment toi Flo, voilà, qui a un business physique aussi également. Et puis voilà, on va échanger comme ça pendant à peu près 1 heure aujourd'hui dans ce mastermind en Turquie. Alors, on va commencer. Petite présentation. On commence par toi William, qui est l'habitué un peu de la chaîne. Allez, vas-y. Alors salut, moi c'est William, du coup on a fait plusieurs vidéos sur Alex, notamment une il n'y a pas très longtemps, à peu près 2 mois. Donc moi je suis dans l'édition de site, dans le SEO, et puis je commence à aller un petit peu plus sur une entreprise physique où je vais avoir une agence. Donc pour proposer mes services donc de SEO, création de site, création de gestion des réseaux sociaux, etc. Ok. Allez Donc, Flo, à toi. Alors pour le coup, donc moi j'ai eu un parcours plus récent dans l'entrepreneuriat, puisque ça fait que depuis 2018 que j'ai commencé en parallèle de mes études. Donc j'ai fait des études de gestion que j'ai pas terminées, puisque j'ai commencé mon business donc premièrement sur Amazon KDP. Donc peut-être qu'on en reparlera après, mais en gros c'est de l'impression à la demande sur Amazon. Donc j'ai commencé par ça. Ce qui m'a permis d'arrêter mes études pour me consacrer à 100% à ce nouveau métier. Donc par la suite, j'ai pu commencer plusieurs petits business, un peu, dropshipping, etc. Donc un peu les business que tout le monde connaît. Comme beaucoup, je pense. Donc voilà, oui. Ouais, comme beaucoup. Donc par la suite, j'ai rencontré William. On a travaillé ensemble sur un projet toujours en rapport avec Amazon KDP, où on aidait les entrepreneurs à vendre sur Amazon. Donc pendant 2 années, on a travaillé ensemble. Exact. Et plus récemment, je me suis rabattu vers un business physique, comme on a dit en intro, qui est une conciergerie Airbnb. Et en parallèle aussi de ce business-là, maintenant je suis exclusivement sur Amazon FBA et plus Amazon KDP. Donc on en reparlera aussi peut-être. Ça consiste à importer des produits et à les revendre sur Amazon. Voilà, ouais, alors j'ai fait une interview avec Arthur, je vous invite à aller la voir. C'était l'avant-dernier podcast, voilà, avec Arthur, qui pareil a un business sur Amazon FBA et lui c'est son activité principale, il fait que ça. Donc toi effectivement tu es aussi un petit peu dans Amazon FBA justement. Ouais, c'est ça. Et voilà. du coup, moi je vous coupe. Flo, t'as dit que t'avais arrêté tes études, tu peux rappeler ton âge parce qu'on n'a pas l'habitude justement. Oui, c'est ça, alors rappelle-nous ton âge, parce que c'est ça qui est vraiment, cool. J'ai commencé en 2018, donc j'avais 18 ans. Et là, du coup, j'ai 22 ans. Donc 4 ans plus tard. Voilà, donc à 22 ans, tu as déjà lancé pas mal de business. Tu as déjà un bon parcours dans l'entrepreneuriat. Il vit surtout d'internet pour le coup à 22 ans. Ouais, à 22 ans. Et disons qu'après, oui, donc on en parlera, mais il y a aussi plusieurs échecs. On a tous connu ici des échecs. Et malgré que je suis plus jeune, j'ai connu aussi des échecs. Hein. Bon, ça fait partie du jeu. Ouais, cool. Donc on va chacun, je pense pareil, continuer un petit peu ce tour de table, parler je pense un petit peu des différentes choses qu'on a pu faire, revenir sur certains éléments, certains trucs, et parler également des défis ou des échecs qu'on a pu avoir. Exact. Donc allez, on va commencer par toi, on va faire dans ce sens là, je pense que ça sera plus simple, et on finira par moi. Moi je me suis pas présenté, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, je me présente à chaque fois, donc voilà, allez voir mes autres vidéos du coup. Ouais, l'idée c'est qu'on a 5 ou 6 questions et on va chacun répondre. Ouais. Alors du coup la première question, Alexandre. Eh bien du coup vas-y, parle-nous un petit peu de ton expérience et puis les différents défis que tu as eus.
Allez. Alors, l'expérience, moi, du coup, on en a déjà parlé la dernière fois. Ouais. Moi, il y a eu la période où je me suis lancé aussi dans le dropshipping, comme nous tous, je pense que ça a été le premier truc. Après, je suis allé dans l'entrepreneuriat d'agence via une formation super chère que j'avais achetée, mais j'avais pas développé l'esprit entrepreneur, donc on verra plus tard, je vais repartir dans l'entrepreneuriat d'agence. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai su développer des capacités qui vont pouvoir être monétisées, puisque de The French Genius SEO. Alors, ça, c'est une anecdote entre nous, en fait. Hein. On est dans ce mastermind depuis maintenant quelques jours. Et alors, je sais plus exactement où c'était, je crois. Mais voilà, on discutait en fait avec des personnes locales. Et moi, pour la petite touche d'humour, voilà, j'avais présenté William ici présent comme le French Genius SEO. Parce que il est très très bon en SEO. Et voilà, je l'ai un petit peu, on va dire, j'ai augmenté ta valeur perçue, on pourrait dire. Ouais, je pense qu'il mérite quand même. Mais il mérite quand même le trait de génie. Tu nous as montré des trucs hier. J'ai partagé ça en story d'ailleurs. Tu nous as montré des trucs sur des différents outils en termes de SEO. Enfin voilà, c'était quand même assez poussé. Ouais. Donc après, dans tout ça, moi je retiendrai que l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'agréable. Il faut avoir cette part de focus et de rester sur un truc, avoir pas trop l'objet brillant. Je l'ai eu, on l'a tous eu, je pense. Peut-être moins Flo du coup. Mais moi je l'ai pas mal eu. Les défis que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat, ça a été les 1 an de salariat que j'ai repris. On en parle dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble sur la chaîne d'Alex. Ouais. Donc on va pas se réétaler là-dessus, mais pour moi ça a été ça. En fait ça a été un défi de bosser pour un patron. Je faisais jusqu'à 52 heures. Comme je disais, on l'a déjà dit, j'étais DJ, je faisais des soirées DJ et je touchais juste mon salaire et eux ils facturaient 2000 à 2500 euros la soirée. Donc ça a été un défi pour moi et de me dire c'est bon, stop, t'arrêtes et tu retournes dans tes activités en ligne pour plus tard sur le long terme. Ok, tu vas démissionner. J'avais un CDI, donc aujourd'hui, à l'époque on a fait la vidéo, j'avais pas démissionné. Aujourd'hui j'ai démissionné, j'ai quitté mon CDI. Avec les risques que ça encourt, ça veut dire plus de revenus, j'avais mis de l'argent de côté, mais aujourd'hui j'ai plus cette sécurité qui fait que je me lève demain matin, je vais aller bosser pour générer des revenus, et sur le long terme, je serai beaucoup plus heureux qu'aller travailler pour un patron. Ouais. Pour moi, on va s'arrêter là, on va survoler. On en reparlera après, je pense, un petit peu la différence qu'on peut avoir avec le salariat, parce que William, tu as été salarié pendant pas mal d'années. Je sais plus exactement combien, on en avait parlé, je crois, dans le... Oui, mais même avant, tu as quand même été salarié. Voilà. Mais après, c'était un métier. Au Club Med, j'étais DJ et je voyageais, donc c'était un métier, pour le coup, j'étais pas payé cher, mais je profitais. Ouais. Moi, dans mon cas, j'ai eu 7 ans à peu près de salariat, 7-8 ans. Et c'est pareil, après on parlera un petit peu des différences. Toi Flo, c'était... Pour le coup, j'ai moins connu ça. Très court. Hein. Voilà, j'ai semaine, tenté l'expérience pour essayer de cumuler les deux, mais je me suis vite rendu compte de la différence de cadre de vie est trop... En fait, quand vous habituez à l'entrepreneuriat, que vous essayez, que vous faites surtout ce qui vous plaise, ça c'est très important aussi. Pas faire de l'entrepreneuriat juste pour pouvoir se dire tiens, je vais pouvoir aller partout. Alors certes, c'est vrai, mais il faut aussi que ça vous plaise. C'est ça la chose la plus importante. Donc effectivement, après, quand vous voyez le contraste, c'est très difficile de se dire que vous pouvez trouver votre bonheur dans le salariat. Bien que c'est pas impossible non plus. Il y a des gens qui veulent faire un certain métier depuis tout petit et qui vont réussir à faire ça et qui seront heureux comme ça. Il y a un point, on en reparlera du côté salariat après. Tu voulais dire, vas-y. Ouais, il y a juste un point où je pense que tous les débutants, même nous, et moi je l'ai fait, je sais pas si vous, on a une nouvelle vision sur l'entrepreneuriat. Au début, quand tu commences sur l'entrepreneuriat, ça ce serait un conseil pour les débutants. Dites-vous pas, je vais gagner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. N'écoutez pas. Juste gagner de l'argent pour vivre. Regardez, nous, là, on a décidé de partir une semaine en mastermind en Turquie. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour le faire, finalement. Juste générer 2 000 euros par mois et le reste l'investir, c'est déjà incroyable. 3 000 euros par mois pour un entrepreneur en ligne, c'est juste incroyable. Ouais, c'est quand même des niveaux. On va tout de suite, en fait, dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu à ça, à découvrir un petit peu la face cachée de l'iceberg, qui va être un peu cette sphère entrepreneuriale par rapport au salariat, je parle, on va tout de suite nous mettre à la figure des gros chiffres. Enfin, vous voyez les grosses vidéos, des 10 000, des 15 000, des 30 000. Alors effectivement, moi ça m'est arrivé d'échanger avec des entrepreneurs qui généraient des gros montants à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça c'est très bien. Après bon, il faut aussi prendre conscience que souvent on parle de chiffre d'affaires,
Donc il y a forcément un gros différentiel parfois, Mhm. notamment voilà, sur Amazon FBA, Effectivement. notamment Arthur voilà, qui générait beaucoup de chiffres d'affaires, mais il va pas gagner pour autant 80 000 euros dans sa poche. Ça va être son entreprise qui va générer ça. Et puis après, derrière, il a on va dire, un pourcentage qui va vraiment tomber dans sa poche. Mhm. Mais les gros chiffres sont, on va dire, un petit peu du putaclic, entre guillemets. Hein. Ouais, Bah, C'est souvent comme Est-ce ça. que tu hein. préfères avoir la grosse Ferrari ou vivre, être heureux, juste. En fait, voilà, c'est ça. Moi, comme je dis, en fait, souvent, on va vous vendre ces marqueurs sociaux, les grosses voitures, les gros trucs. Le business en ligne, on va dire, rend libre. Le luxe derrière emprisonne. Donc, c'est vraiment la fausse bonne idée, on va dire. On peut applaudir. Se dire, voilà, c'est vraiment la fausse bonne idée de se dire je vais faire du business en ligne, je vais faire 10, 15, 20, 30 000 euros, je vais être super riche, je vais pouvoir flex avec des grosses voitures, des gros trucs. Voilà, de toute façon, je l'ai dit, ça fait des années que je le dis. Si votre délire c'est ça, vous pouvez quitter la vidéo, franchement, allez-y. Mais nous, l'idée c'était vraiment on va dire de générer au moins comme tu dis, 2, 3, 4, 5 000 euros. On peut générer beaucoup plus. Et l'idée surtout, c'est de conserver cette liberté parce qu'on est là aujourd'hui. On est là depuis presque quasiment une semaine. On est là encore quelques jours. Après, on va aller sur Istanbul, etc. Mais je veux dire, on n'est pas emprisonné. Je pense que 2K c'est bien. Franchement, 2K. Franchement, si oui, tu vis avec en 2K, France, ouais. Si tu veux partir Voilà. en vacances une semaine tous les 3-4 mois comme ça, tu peux. Au minimum, ouais, je pense que ça dépend après de votre situation. Alors, si vous êtes solo, entrepreneur solo, que vous n'avez pas énormément de charges, c'est vrai qu'avec 2000 euros, Et même si voilà. après vous voyagez, que vous comptez vivre, que votre rêve c'est d'aller vivre au Portugal ou en Thaïlande ou même dans d'autres pays, votre pouvoir d'achat En Turquie. gagne en ça. en fait, voilà, là on est en Turquie Turquie, aussi. c'est vrai que c'est quand même beaucoup C'est- moins cher. Vous allez en fait casser. Vous pouvez gagner 2000 euros, rester, on va dire, autour de 2000 euros par mois. Mais si après vous allez dans un pays comme en Thaïlande, je crois que c'est le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, par exemple, en fait, c'est beaucoup moins cher hein, en termes de prix. C'est Ouais, 5 mais fois moins cher qu'en après, France. la Thaïlande c'est à 8 heures d'avion, la Turquie c'est à 3 heures. On Ouais. ne parle pas de la Turquie. Et nous là, tu vois, l'exemple, ce midi le resto, 15 balles, entrée, plat, dessert, plus la Ouais, boisson, c'était bien, ouais. etc. Mm. C'est Non, globalement bien. c'était pas mal. On s'écarte un petit peu du sujet. On va revenir à toi, Flo, du coup. Ouais, Quelles bah, ont été un petit peu donc ton expérience donc tu nous en as parlé un petit peu en introduction, mais les défis vraiment auxquels tu as été confronté. Alors, les défis, je dirais que j'ai pu rencontrer, c'est plutôt à l'égard de mon entourage. En fait, j'ai pas eu vraiment de contraintes par rapport à un second emploi où j'ai dû cumuler les deux, etc. C'était plutôt de faire comprendre, dans le cadre de mes études, que c'était possible de gagner de l'argent autrement que le parcours classique d'avoir son diplôme et de partir travailler pour un patron. Donc moi, c'était plutôt à cet égard-là. Donc comme vous le disiez, j'ai fait 2 ans d'études et j'ai dû presque affronter ma famille, mes amis, etc. qui ne comprenaient pas trop que c'est bête d'arrêter à bout de la 2e année alors que je faisais encore quelques mois de plus et j'avais ma licence. Mais pour le coup, moi, tu l'aurais pas eu. voilà, pour le coup, je ne l'aurais pas eu Ok. avec ce que j'avais. Ok. Mais c'est justement parce que je consacrais mon temps à mon business. Au final, je pense que avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Tout le monde n'a pas eu la chance de louper ses études. Ouais, Olivier Roland, c'est le livre Ouais, c'est d'Olivier Roland. ça. Donc toi, ta principale problématique, ça a été ça, un petit peu le regard des autres, le cadre familial, tout ça, C'est ça. par rapport au fait de tout arrêter. C'est ça, par rapport à pour mon entreprendre. entourage. Après, donc, je suis aussi. Alors, de base, quand je suis allé à cette fac de gestion, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, je pense que beaucoup de personnes, et si vous êtes jeune, peut-être que c'est aussi votre cas, que vous faites des études. Moi, en tout cas, je ne savais pas du tout quoi faire après le lycée. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Beaucoup. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un à la fac qui a commencé à me parler de dropshipping. Hein. C'était ça à l'époque qui marchait bien. Donc il m'a parlé de ça. Au départ, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment on peut vendre un produit que tu vas acheter moins cher ailleurs, alors qu'au final, pourquoi les gens ils vont pas le chercher eux-mêmes Ouais. directement dans leur boutique, dans la boutique où vous achetez. Donc on a commencé nos premiers projets ensemble. Donc de suite, c'est quelque chose on a gagné un petit peu d'argent, mais c'est pas ça qui c'est pas ça qui m'a fait quitter les études. Mais j'ai vu que c'était possible de faire autrement. Donc c'était ça le première C'était chose. quoi vos premiers produits en dropshipping que vous avez vendu? Alors moi, c'était des clés USB pour DJ. Ok. C'est très niché. Moi, pour le coup, j'avais Très aussi niché. un produit bien niché, c'était des masques de sommeil pour faire des rêves lucides. Donc ouais. c'est Très- un fonctionnement, voilà, vous allumez une petite LED, ça clignote la nuit au bout de 5-6 heures et ça vous fait prendre conscience. Voilà. Après, c'est un sujet très précis. Et moi, pour le coup, c'était des brosses à dents pour chat et les paniers, là, vous savez, les Ah oui. paniers pour déstressant pour chien. Ah, excellent. excellent.
Non, c'est vrai que le drop, je sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était avec Maxime, Maxime Le Morillon. C'est vrai que ça a amené vraiment une grosse vague d'entrepreneurs en fait, en 2017-2018. Ça s'est énormément popularisé. Avant ça, il n'y avait pas. Avant ça, c'est vrai que le business en ligne, c'était principalement le blogging. C'était surtout ça. Ouais. Créer un blog, rédiger des articles de blog. Je pense que William, tu nous en parleras tout à l'heure. C'était vraiment ça en fait. C'était vraiment le blogging, créer des... pouvait y avoir un petit peu d'e-commerce, mais il n'y avait pas vraiment Shopify. C'était vraiment un peu avec WooCommerce, c'était encore assez compliqué. La vente de formation n'était même pas trop popularisée parce que il y avait même pas. Faut dire qu'en 2015, par rapport au business en ligne, ça fait déjà 8 ans. Pour autant, en 2015, il n'y avait pas grand-chose. On n'avait pas de System.io, il n'y avait quasiment pas de Podia. L'Ernibox, ça arrivait tout juste sur le marché français. ClickFunnels, c'était là que depuis encore 1 an ou 2, grand maximum. Et sur l'e-com, enfin voilà, il n'y avait pas de Shopify, il n'y avait pas grand-chose quoi. Donc ça a vraiment amené une grosse vague, ça a popularisé ça, et ça a amené pas mal de personnes dans cette spirale de l'entrepreneuriat. Alors évidemment, il y en a qui sont arrivés, qui ont été en mode gangster, hein, qui ont vraiment essayé de faire un braquage et qu'on voit plus. Il y en a qui sont arrivés, qui ont pas eu beaucoup de résultats et qui sont repartis assez rapidement. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus implantés, d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Donc voilà, on a vraiment différents profils. Mais en tout cas, c'est vrai que le drop, hein, ça nous a, on va dire, un petit peu tous les trois mis dedans. Moi aussi, j'ai démarré un peu avec le drop. Et ce qui est bien avec le drop, pour terminer là-dessus, c'est que ça permet de développer beaucoup de compétences. On a la gestion de produits, contacter des fournisseurs, créer une boutique, le marketing, le design, la recherche de produits. C'est quand même assez complet. Donc c'est vraiment un peu le bon starter pack pour commencer dans le business en ligne. Tu voulais dire Non, après pour moi ça reste rentable sur le SEO. Mais bon, ouais, on en parlera. Ouais. Vas-y Flo, continue. Bah écoutez, je pense qu'on a peut-être fait le tour de la au niveau de tes moi défis, j'ai une question. Au niveau de mes défis. J'avais une question sur un défi, peut-être que tu continues. Comment t'as fait pour prouver à ta famille que bah, t'as quitté, mais du coup que c'était... Comment tu leur as montré des chiffres, de l'argent que tu pouvais Ça générer, s'est passé... de toute façon, de base, j'étais quand même majeur, donc c'est quand même dans tous les cas moi de décider. Mais ce qui a apporté de la fiabilité, c'était comment dire, ce qui a prouvé que je pouvais finalement m'en sortir, c'est tout simplement, bah oui, effectivement, les résultats. Quand j'ai commencé à... Et puis aussi, outre le fait que j'avais des résultats, c'est aussi parce que je travaillais beaucoup. Donc autour de moi, enfin, c'était un peu logique de me dire que c'était ça qui allait me rapporter, parce que c'est là où je passais le plus de temps. Et du coup, aujourd'hui, en fait, pour l'idée, toi, t'as quitté, en fait, t'as arrêté tes études, après t'as quitté le foyer familial, alors que si tu serais resté dans le foyer familial, t'aurais pu justement beaucoup plus investir et tout. Oui, bah ça a été un choix et puis... Ça a été un choix, peut-être que d'un côté tu as gagné plus en tranquillité, en possibilité de s'étendre. C'est sûr. D'un côté tu as peut-être perdu justement en possibilité d'investir. De toute façon il y a toujours un peu un investissement sur lui parce que mais c'est un investissement. Moi je me souviens à l'époque on faisait des vidéos et tout, il pouvait pas en faire parce qu'il y avait son frère qui faisait de la muscu ou quoi, tu vois. La petite anecdote et du coup je pense que ça t'a fait dans un sens tu dépenses peut-être le prix d'un loyer, mais derrière tu grow up parce que tu peux bosser quand tu veux, tu peux aller, t'es plus libre finalement. Bien sûr, après c'est l'histoire de prendre son envol, hein, tôt ou tard, tout le monde. Donc là, moi j'ai pu le faire un peu plus tôt justement grâce à ça. Cool. Donc, bon, et puis à mon tour, je vais passer rapidement là-dessus. Alors moi effectivement j'ai commencé par le dropshipping à l'époque. Et voilà, j'avais un petit peu testé, mais c'était pas un truc qui m'avait plus emballé que ça en fait. Si vous voulez. Moi, non, franchement, non, parce que il me manquait un truc, il manquait un petit peu de partage, de trucs. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup partagé. Moi, je sais pas, j'ai commencé fin 2017 un petit peu à m'y intéresser, vraiment. Mais en vrai, voilà, je savais qu'il me manquait un truc. Et moi, je m'étais vraiment mis dans l'idée de faire des vidéos. Je sais pas pourquoi. De toute façon, on peut aller voir la date de création de ma chaîne YouTube, c'était en 2016. Hein. C'était en 2016 et à l'époque j'avais comme projet mi-2016 de faire une chaîne où j'allais parler plutôt technologie en fait. Je voulais parler un petit peu du monde de la tech, un peu en général. Donc c'est pour ça que j'avais créé une chaîne YouTube là, mais j'ai jamais sorti de vidéo dans la tech. J'ai jamais eu, on va dire, un peu le déclic. J'ai bloqué là-dessus, mais je m'étais gardé ça dans le coin de ma tête de faire des vidéos. Vraiment, c'est un truc qui me plaisait. Donc c'est pour ça qu'après j'ai développé la chaîne et ensuite de fil en aiguille, j'ai testé d'autres business, etc. Moi en tout cas le plus gros blocage, alors il y en a plusieurs, je vais essayer d'un petit peu faire le tri en live. Moi je pense que je te rejoins Flo sur le côté un peu accompagnement en fait. Quand tu commences à entreprendre, vraiment en fait tu es tout seul.
Clairement, tu es tout seul. Moi, on m'a un peu pris pour un fou au début Ouais. parce que j'avais quitté mon job et je m'étais dit, bah voilà, je vais lancer mon activité, je vais faire des vidéos. Et c'est sûr que quand tu as un truc en location, quand tu as un peu une vie bien rangée avec la voiture, le truc, moi j'avais ça à 25 ans en fait, j'étais on va dire assez cadré. Et là, quand après tu décides de quitter ton job, de revenir dans ta région natale, on va dire de changer quasiment complètement ta vie et tes projets, et surtout quand tu dis que tu comptes faire des vidéos YouTube dans la thématique de l'indépendance, dans la liberté, dans les business en ligne et que tu souhaites partager du contenu, forcément en fait rares sont les personnes qui vont te suivre et c'était vraiment assez compliqué sur cette partie-là. Alors aujourd'hui avec le recul maintenant ça me fait assez rire parce que maintenant en fait ça me fait même, je dirais que c'est assez drôle d'imaginer encore que des personnes peuvent me prendre pour un fou alors que en fait je me dis que quand je vois en fait ce qu'ils font, quand je vois leur paradigme, on va dire, c'est plutôt moi qui les prendrais pour un fou, sans aucun jugement derrière. Mais en fait, je sais que j'ai fait le bon choix et que si c'était à refaire, je le ferais comme toi, Flo. Je l'aurais fait 5 ans plus tôt, quoi. Je l'aurais fait à 18 ans. Quoi. Donc en vrai, voilà, moi c'était vraiment le plus gros truc. Et je dirais le deuxième truc, évidemment, c'est je pense ce côté un peu marathon. C'est vraiment pas facile en fait ce qu'on fait. On a des hauts, des bas. Moi j'avais fait un podcast là-dessus. C'est vrai que j'ai eu pas mal de galères ces 5 dernières années sur beaucoup d'aspects. Et c'est pas facile, on va dire, de tenir la barque. Il y a vraiment des moments où on n'y arrive pas. Il y a des moments où on a des périodes de flow, donc on progresse bien. Voilà, c'est un petit peu comme ça, en montagne russe. Et le plus dur là-dedans, je pense, c'est vraiment de se calibrer et d'aller tout droit et un marathon quoi. L'entrepreneuriat est un marathon. Voilà le titre du podcast avec William. Donc voilà un peu les deux grosses difficultés. Après il y en a plein d'autres. Je pourrais parler du syndrome de l'imposteur, du syndrome de l'objet brillant, qui sont les deux gros classiques. Syndrome de l'imposteur, c'est de se dire est-ce que je suis légitime pour faire des vidéos quand il y a des personnes qui ont beaucoup plus de visibilité que moi, qui sont là depuis plus longtemps. Est-ce que moi, en ma personne, je suis apte à faire des vidéos? Et puis deuxième truc, le syndrome de l'objet brillant, il y a tellement d'opportunités tous les jours. Et on rencontre en fait d'autres entrepreneurs qui font des choses, qui ont des résultats de dingue. En fait, on a envie vraiment on a envie un petit peu de faire comme eux sur certains projets, sur certains trucs, et on peut avoir tendance à s'éparpiller. Et voilà, il y a un peu un proverbe un petit peu vers chez moi, là dans le centre de la France, qui dit, je crois, essaye d'attraper 3 lièvres et t'en attraperas pas. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut se focaliser sur un seul lièvre, un seul business et y aller. Donc voilà un petit peu pour moi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des questions ou quoi? Non, Pas spécialement non plus pour ma part. Ok pour cette partie-là. S'il y a un truc à rajouter. Ouais, vas-y. Go gay. Les gens ils vont prendre. On va juste couper là, je vais vérifier la caméra, je voulais vérifier depuis tout à l'heure. Si ça enregistre. Oh, ouais, c'est bon, nickel. Combien de temps? On est déjà à 23 minutes. C'est bien. L'autre question, c'est quoi? Quels sont les avantages et les opportunités offertes par l'entrepreneuriat digital par rapport à notre forme? Ouais, on va revenir dessus. Après, je veux bien, au pire, on passe la question là et on fait les conseils, vous me les donnez à la fin. Pour eux, quelles sont vos 3 chaînes YouTube préférées et pourquoi, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est une impro, ça. Non, quels sont les avantages et opportunités offerts à l'entrepreneuriat digital? Là, on peut parler un peu du mastermind, de la liberté, tout ça. Will. Vas-y, tu prends alors premier. Vas-y, remets-toi. Non, je viens de parler, c'est toi qu'on fait dans ce sens-là, ok? Ouais. Salam alaikum. Attends. Silence, on va faire un silence, moi ça me permet de repérer dans la vidéo. Attends, ah oui. Ok, ça me permet de repérer sur la timeline en fait. Comme ça, je sais où je dois couper. Quand je vois un gros blanc, c'est qu'il y a la timeline. Alors, ensuite, on va reprendre. Je recommence. Alors, ensuite, en deuxième question, on s'était noté quels sont les avantages et les opportunités offerts par l'entrepreneuriat digital, donc vraiment business en ligne en fait, par rapport à d'autres formes d'entrepreneuriat traditionnel. Donc, autrement dit, business physique. William. Je pense qu'on va être à l'unanime sur tout ça, c'est la liberté. La liberté de pouvoir partir une semaine en mastermind, se dire, écoute, nos business continuent de tourner, moi, on en reparlera, moi je suis à fond sur la délégation, du coup, si j'avais à partir, je pourrais partir. Ça tournerait quand même. Ensuite, en avantage, inconvénient aussi? Avantage, oui, plutôt les avantages, ouais. Plutôt les avantages, c'est qu'on peut scaler toujours son business, aller toujours plus haut et toujours gagner plus.
à la, à la- En comparant avec un en business comparant physique. avec un business physique, Ouais, qui est un peu plus compliqué. Voilà. Business physique, alors business physique, si on peut juste citer un exemple, ça pourrait être par exemple un restaurant, Voilà, non, par exemple Voilà. un salon de commerce, coiffure, un restaurant, un petit commerce. Ouais. Après, ouais, non. Parce qu'un restaurant, le mec, il peut être à La Rochelle, il va gagner pendant 6 mois 500-600 000 euros. Après, il peut partir pendant 6 mois. Mais il est limité par son nombre de couverts, d'une Voilà. certaine manière. Exactement, ouais. Voilà. Donc, ouais, toujours pouvoir scaler son business, la délégation, parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de ça. Moi, je vais donc lancer mon agence. C'est un pseudo-business physique, puisque j'ai des clients en physique. Mais derrière, en fait, je peux avoir une assistante virtuelle qui va bosser pour moi. Là, si je peux avoir des... Je suis en cours de création, mais mettons si c'était créé, bah, je pourrais avoir quelqu'un qui est en France, qui passe des coups de fil, qui m'envoie des devis à faire ou qui fait les devis directement. Et derrière, je rentre et puis je traite les dossiers 10 jours plus tard. Ça, c'est pas un problème. Les principaux avantages, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, on en a d'autres après, toi Flo, vas-y. Est-ce que tu en vois d'autres toi, par rapport à tes actifs? Honnêtement, je rejoins William. C'est qu'on n'a pas de contraintes géographiques. Après, même pour un business physique, on n'a pas non plus de contraintes hiérarchiques. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui sont très importantes pour beaucoup de personnes. Et on n'a pas de contraintes. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui sépare le business physique et digital. On n'a pas de contraintes horaires. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait la différence. Si demain, vous avez prévu de partir ou de ne pas pouvoir travailler, c'est quelque chose que vous pouvez. Alors qu'un business physique, c'est pas forcément le cas et vous allez devoir vous adapter à votre business physique. Alors que là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt votre business digital qui va pouvoir, enfin même si c'est vous bien sûr qui travaillez dessus, vous allez pouvoir vous organiser autrement. Donc c'est ça aussi l'avantage. Ouais, je suis d'accord dans l'ensemble. Donc on a vu contraintes géographiques. Donc là, on peut la squeezer complètement avec un business en ligne parce qu'on peut travailler n'importe où. Concrètement, donc l'avantage de travailler n'importe où, le gros avantage déjà, je pense que ça permet d'aller où on veut aller. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément dans un endroit où ils souhaitent vivre. C'est vrai que vous devez en connaître aussi. Des personnes qui travaillent à tel endroit, dans telle ville, parce que ces personnes ont à travailler ici. Mais pour autant, on leur posera la question, où souhaiterais-tu travailler? Ça peut être, je sais pas, dans leur ville où ils sont nés, ou là où ils ont plus de famille, ou tout simplement dans un autre pays. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aimeraient travailler là, enfin vous voyez le cadre autour, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa de travailler dans un cadre comme ça plutôt que d'être dans une tour à la Défense à Paris. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même pas la même ambiance. On est là, c'est super calme, on est tranquille. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, parmi les chèvres, les gros avantages. Voilà, il y a quelques chèvres en bas, c'est quand même assez naturel, c'est tranquille, on est un peu isolé, donc franchement c'est vachement bien. Donc vraiment le gros avantage pour moi géographique c'est ça. Et puis il y a aussi un contexte financier comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le luxe aussi de choisir où vous voulez travailler. Et c'est vrai que la plupart aujourd'hui des personnes qui travaillent sur internet choisissent une destination qui leur convient aussi sur le plan fiscal. Et ça, ça permet vraiment plutôt que de chercher toujours à augmenter ses salaires et des fois travailler plus, de mettre plus des choses en place, de déléguer plus. Voilà, ça peut être un petit peu... C'est vrai qu'il y en a qui se contentent d'avoir 2-3 000 euros sur internet, c'est très bien. Ça permet d'une certaine manière de gagner plus d'argent en allant dans un pays justement où il y a moins de dépenses. Et là, en Turquie, c'est vrai que si on était là, les gars, individuellement, on dépenserait quand même moins qu'en France. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc moi, vraiment, je vois le côté géographique plus élevé finalement aussi. Et voilà, comme tu dis, en ayant un niveau de vie plus élevé, parce que là où on est, vous devez voir au-dessus de l'épaule droite, gauche pour vous de William, il y a une piscine. Je veux dire, ici, au mois, en termes de loyer, je sais pas ce que ça représente. 350. Mais ouais, peut-être un peu plus, 500, je dirais. Ouais, après tout dépend bien sûr d'où vous êtes. Dépend, voilà, que le salaire, il était à combien? Le salaire turc, il est à 450. Le salaire moyen turc est à 450 euros par mois. Donc forcément, vous arrivez avec 2-3 000 euros par mois sur Internet. Voilà, ici vous explosez tout en fait. Vous êtes très très bien. Vous vivez très très bien. Ça, ouais, Flo il bronze un peu et puis il apprend le turc et c'est bon quoi. Voilà, ça passe. Ça c'est la petite anecdote. En fait, on est allé dans les magasins et en ville et il pensait que Flo était turc, qu'il avait une tête. Voilà, deux-trois fois. Peut-être un truc. On va parler turc aussi. Bon voilà. Voilà, moi je pense que l'avantage géographique. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu plus de l'avantage géographique? Vous avez peut-être des trucs à dire. Vous iriez où? Dans quel pays, franchement, les gars? Si vous aviez le choix là, full. Alors, je sais que William, t'as une famille, t'es le seul d'entre nous qui est quand même père de famille, c'est un peu plus compliqué dans tout cas. Mais où tu irais? Vas-y. Moi, je dirais dans un pays où
bah, fais un peu comme là, tu vois, tu t'augmentes ton niveau de vie sans pour autant, en diminuant tes dépenses. Ouais. Donc, sans gagner plus, avoir un meilleur niveau de vie et en descendant Tes les dépenses. quoi. T'as pas une idée comme ça de destination Je sais pas, parce qu'après, tu sais, à 2 heures de la France. Ouais, donc t'as le Portugal. Voilà. T'as le Portugal, qui est Lisbonne, c'est une destination qui est souvent choisie. Hein, Lisbonne. Après, bien sûr, en bord de mer. Un bord de mer, ouais, Lisbonne, sud du Portugal. Hein, Tu vois, là où on est aujourd'hui, ouais, il y a la nature, il y a la mer à 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Franchement, c'est ici, bien. on est bien. C'est agréable, ouais. Flo? Moi, je pense que si je devais choisir un pays, alors je m'étais déjà posé la question, je pense que ça serait plus un pays asiatique. Que j'aime beaucoup la culture asiatique. Donc je pense le Japon. Alors après, c'est vrai que le niveau de vie, c'est pas non plus comme le Portugal ou la Thaïlande, mais je pense que ça peut quand même être très sympa. Sinon, le Portugal aussi, donc le sud du Portugal en particulier. On vient souvent. Je suis déjà allé à Faro. Faro, c'est c'est génial. Hein. Même le cadre de vie, les prix aussi, c'est pareil. Hein, c'est pas très cher. La Thaïlande aussi, que j'ai pu faire, c'est aussi un pays où on entend beaucoup parler d'expatriés. Beaucoup, en hein. Thaïlande. Beaucoup. C'est classique, Ouais. hein, au Portugal, C'est classique. Thaïlande, etc. Mais si beaucoup en parlent justement, c'est parce que ça vaut le coup, quoi. Ouais. Et toi, où est-ce que tu irais du coup? Alors, on retrouvait juste avant de répondre, on retrouvait justement beaucoup. En fait, c'est beaucoup de ces destinations-là font partie aujourd'hui un peu du top. À l'époque, il y avait Malte aussi. Je sais pas si ça vous parle. Il y avait Malte. Aujourd'hui, un peu moins parce que bon, Malte, il y a quand même pas mal de problématiques là-bas. C'est pas si, voilà, il y a pas de verdure par exemple à Malte, apparemment. Ok. Ah ouais? Ouais, donc il y a très peu d'arbres. C'était une bonne destination plutôt en 2015. Mais après, de ce qui reste maintenant, alors moi j'hésite entre ces trois-là justement. J'hésitais pendant un moment à l'Estonie parce que moi je suis attiré quand même par les pays nordiques. Ah ouais? Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Le petit truc, le petit inconvénient, peut-être, ça serait, je pense je crois qu'il fait nuit assez tôt. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. lui, c'est Alors tout. je crois Moi, c'est que juste ça c'est qui me repousse un peu. l'hiver ou l'été, je sais plus. T'as Ouais. que 2 heures de soleil, un truc comme ça. Ouais, c'est ça qui est un petit peu. Ouais. Mais le cadre est sympa, c'est très Ouais, naturel, ouais, voilà. Mais ce qui s'est passé, pourquoi pour le moment c'est plus du tout dans mon top, puisqu'il y a eu une énorme inflation là-bas. Ah ouais? Le pays, l'Estonie a été le pays où il y a eu le plus d'inflation l'année dernière. Je crois qu'on parle de 25% d'inflation, ce qui est plus du double de la France, hein, donc ce qui est quand même important. Et puis forcément, avec toujours la guerre un peu aux frontières, bon, voilà, c'est peut-être à éviter. Donc après, il m'en reste deux, effectivement. J'ai rien réinventé, j'ai pas réinventé la roue. Moi, ça serait la Thaïlande, plutôt du côté des îles, plutôt Koh Samui, je crois, ou éventuellement Chiang Mai, peut-être plus dans le nord, dans la campagne. Et sinon, le Portugal, plutôt sud du Portugal également. J'y suis allé au Portugal il y a 10 ans, un peu plus même, il y a 12 ans, et j'avais eu un très très bon souvenir. J'avais fait Porto, Lisbonne, on était descendu un petit peu dans le sud, et franchement, ça avait été super sympa. Mais là, voilà, là, si je devais choisir là, tout de suite, maintenant, franchement, Portugal ou Thaïlande, je sais pas. C'est trop compliqué. Moi, j'aime bien la Turquie aussi, franchement. T'aimes bien la Turquie? Ouais. Ouais. À part Ok. qu'ils roulent. Il n'y a pas de code Ouais. de la route ici, les gars. c'est ça. Si tu mets le clignotant, tu te fais klaxonner, tu es sur la voie de gauche parce que ça roule pas. Première fois, ils te mettent une sentence en te faisant des appels de phare. Après, ils te klaxonnent et après, si tu te pousses pas, eux, ils te poussent. Quoi. Ou alors il te double par la droite. Ouais, voilà, ils te doublent à droite sinon. C'est Ouais. incroyable. Donc voilà un petit peu pour les destinations. Et puis après, pour revenir un petit peu aux avantages quand même du business en ligne, moi aussi je vois surtout ce côté de scaler en fait, vraiment. De scaler, on va dire, vers le haut, c'est-à-dire par exemple la vente de produits digitaux. Moi, ce qui est mon cas, c'est-à-dire qu'un produit qui est créé une fois, il peut être vendu des milliers de milliers de fois. Et scaler par le bas, c'est-à-dire... moi, je le vois comme délégué, mais délégué, par exemple, il y a des prestataires, et ça, William, tu connais un peu plus que moi le côté délégation, des prestataires qui sont pas chers à l'heure, en fait, qui sont dans des pays où justement leur pouvoir d'achat est assez faible. Oui. Et voilà, on peut avoir des prestataires qui parlent bien français, qui travaillent bien, et qui sont aussi moins chers. Et ça, c'est... Voilà, on parle pas on va dire, comment dire, de faire venir des personnes à l'étranger, de les payer aux blagues et tout ça, c'est pas ça. Hein. Mais là, en fait, on peut avoir légalement des personnes qui vont travailler dans d'autres pays et qui vont être payées moins cher. Puis, Et voilà, ça permet en fait de scaler à la fois par le haut, qui permet de vendre en fait, on va dire en illimité, donc augmenter de manière exponentielle ses revenus, et puis vers le bas, eh bien, en ayant une équipe, en ayant des collaborateurs.
mais en fait qu'on paye à un prix qui est intéressant. Voilà. Après, c'est intéressant pour nous, mais c'est intéressant pour eux. Moi, je Oui, vois, bien sûr. je faisais du design avec des Pakistanais, des gens du Bangladesh. Ouais. Et toutes les semaines, le mec, il me renvoie des messages pour savoir si j'ai du boulot pour lui, tu vois. Mais pour eux c'est même une aubaine, parce que Ouais. par rapport à leur salaire, Mhm. enfin voilà, c'est super intéressant. Eux travaillent à distance, donc ils bénéficient également de cet avantage, des avantages du digital, donc liberté temporelle, géographique, indépendance financière, pas de patron, parce qu'ils Exactement. ils sont des prestataires. Et puis de l'autre, souvent ils sont bien mieux payés en fait que dans le salaire. Donc en fait, voilà, par effet un petit peu de débordement, ils bénéficient de tout ça. Donc en fait, c'est gagnant. Là, on est vraiment sur un cercle vertueux pour le coup. Et il n'y a Ouais. rien d'illégal en Après, plus. il y a tout et rien, parce qu'il n'y a pas tous les prestataires qui vont être bons. Oui, faut en tester bien sûr. plusieurs. Après, il faut tester. Est-ce que vous voyez d'autres choses par rapport au business digital? Pour moi, ça va. Je n'en vois pas non plus. Je pense qu'on en a dit déjà pas mal qui sont. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez un petit peu maintenant, donc là bon, on a vu un petit peu en gros, on a bien dégrossi un petit peu le business en ligne, qu'on prenne un petit peu individuellement, qu'on parle un petit peu de nos différentes activités et projets. Est-ce que William, t'as envie un petit peu, tu On peux parle parler chacun de nos projets. Par Voilà. exemple, on a tous les trois des axes différents aujourd'hui. Mm. On peut te donner notre avis sur ton business. Ouais, ça peut être cool. Comme ça, eux, ils auront au moins 3 visions de la chose sur chaque. Eh bien allez, eh bien William, à toi l'honneur. Et bien alors moi, du coup, je fais de l'édition de site du SEO. Donc en gros, je vais trouver une niche. Je vais trouver des mots-clés et après, je vais créer un site autour de cette niche. Alors avant ça aussi, je vais trouver la monétisation. Mais du coup, je vais pas faire d'études de marché par l'étude de marché, mais je vais regarder la niche par les mots-clés, par les recherches, etc. sur Google. Et après, du coup, la monétisation. Et après, je vais créer un site qui se référence. Donc, pas forcément un site qui soit le top du top en termes de design, puisque je pourrais le faire, mais je perdrais 10 heures à faire du design. Et le but du jeu, c'est pas qu'il soit beau directement. Le but du jeu, c'est pour moi, c'est hacker Google, qu'il soit référencé et de passer sur le top 1, top 2, top 3 de Google. Bon, de préférence le top 1, puisque s'il est top 3, je vais booster pour qu'il passe top 1, c'est clair et net. Que pour moi, c'est un jeu, tu prends la première place sur Google et une fois que tu as la première place sur Google, tu auras du trafic. Donc là, tu commences à avoir du trafic. Donc là, soit je prends des prestataires justement pour faire du web design, ou alors je me force et je le fais, du moins je me force, je sais faire et ça me plaît, mais j'ai pas envie de prendre ce temps pour le faire. Je préférerais donner 100, 200, 300, 400 euros à quelqu'un qui me le fasse. Et puis moi derrière, retrouver une niche, trouver des mots-clés, relancer, etc., trouver une affiliation. Voilà, donc moi l'édition de site, donc tout à l'heure tu parlais du blogging, mais le blogging, Ouais. pour moi aussi ça marche. Sur du blog aujourd'hui, en SEO, tu vas faire plus de la vente de liens, de backlink, donc il y a des plateformes genre eReferrer, Next Level et tout, où tu vas poser tes pages qui sont référencées et derrière tu vas vendre du backlink. Donc par exemple dans le CBD c'est entre 200 et 500 euros le lien, en IMO c'est pareil, c'est super cher. Donc l'idée ce serait de faire un blog de vente de liens, ça veut dire que tu vas sur tes outils préférés, tu trouves une requête qui a beaucoup de trafic, tu te références dessus et après tu vends ton lien. Voilà pour la section blogging, mais ça peut être aussi un blog, je ne donnerai pas une niche, mais... Est-ce que tu as un exemple un peu généraliste que les auditeurs puissent un petit peu avoir une idée éventuellement? Tu tapes CBD dans SEMrush, tu prends pas CBD de base puisqu'il y a 98% de concurrence, mais tu vas chercher les choses, les articles par exemple. Voilà, CBD, CBD Turquie, etc. Il y a 1000 recherches, 2000 recherches par mois, et là tu vas taper un article dessus sur ton site CBD, mais du coup tu rankeras jamais là-dessus, mais sur ta page CBD pour les nuls ou CBD comment infuser du CBD par exemple, ça se trouve il y a 10 000 recherches et ta page elle va se référencer facilement, quoi. Ok, donc ça c'est ton premier, on va dire c'est ton cœur d'activité ça. Alors ça, et puis là je commence à du coup vouloir monétiser mes services pour être sur pour avoir un peu du physique et avoir... Par exemple, aujourd'hui, en faisant de l'édition de site, parce que du coup, j'ai parlé de l'édition de site, j'ai parlé de la vente de liens, mais ce serait, en gros, le cœur, c'est, tu trouves des mots-clés, tu crées des sites et tu trouves un moyen de le monétiser. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu es dépendant de Google. Google fait des mises à jour assez souvent. Il y a eu Pingouin, Panda.
Aujourd'hui, il y a eu la mise à jour sur les avis, donc c'est l'update qu'il y a eu. Donc en gros, c'est les avis produits, si tu les testes pas aujourd'hui, ça peut ne pas se référencer. Okay. Il y a eu cette update là, il y a beaucoup de sites qui ont coulé, donc moi j'ai décidé de lancer une agence pour avoir des clients aussi en mensuel et puis pour avoir un petit matelas à côté. Si demain mes sites tombent, bah, je me retrouve pas avec zéro, je me retrouve pas en galère, quoi. Après tout ça dit, je pourrais relancer des sites, à savoir que l'édition de site c'est facile, c'est bien, il y a des compétences à apprendre et derrière tu peux faire pas mal de choses avec. Voilà. Et pour rebondir, c'est aussi assez facile. Je voulais dire autre chose. Je pourrais aussi peut-être parler de la manière dont tu crées les articles, qui est une nouvelle manière aussi de le faire. Oui, parce que alors, c'est aussi. Voilà, tu as des process aujourd'hui. C'est vrai que le SEO, ça existe depuis les débuts de Google en fait. Concrètement, il y a eu plusieurs mises à jour. Ça a énormément changé. Il n'y a plus de spam de mots-clés. Et toi, tu utilises vraiment les derniers outils. Tu es vraiment à la pointe de ça. Tu nous as montré des choses hier. C'est incroyable. C'est des extensions Chrome qui chargeaient les pages automatiquement. Tu avais l'impression que l'ordinateur était en fait envoûté et qu'il travaillait tout seul à ta place. Ouais, ben voilà. Après, il y a tout. Quand tout à l'heure on parlait de délégation, mais il y a aussi l'automatisation, c'est-à-dire des tâches qui sont répétitives. Les automatiser, ça va être aussi, pour moi, trouver le moyen. En gros, les trucs qui font chier, je les fais pas. Ouais. Donc en gros, si c'est pour ça que j'ai de la délégation, c'est pour ça que aujourd'hui on utilise beaucoup ChatGPT. Alors on va parler de ChatGPT, Google, ça passe. Sauf que si tu prends un ChatGPT brut et que tu le colles sur ton site, bah ça va pas forcément se référencer. Après avoir fait plusieurs tests, et je suis encore. C'est un peu le cœur aussi de ChatGPT, SEO, édition de site. Donc il y a pas mal de R&D, donc la recherche et développement, on en fait pas mal. Il y a un gros réseau des SEO français, à savoir que le SEO français est très très bon. Donc voilà, il y a ChatGPT, tout ce qui est automatisation pour la création d'articles, pour la création de pages. Ouais, c'est tout. Après, c'est déjà pas mal. Que dire de déjà plus pas mal. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez du SEO, de l'édition de site, etc. À toi, Flo. Vas-y. Bah, écoute, moi, l'édition de site, de base, j'ai pas du tout commencé avec ça. Et c'est, disons, tout récemment, avec l'arrivée de ChatGPT, notre ami qui est là. Enfin, ça fait pas mal, je sais pas combien de temps ça fait qu'on utilise ChatGPT, mais ça. C'était publié, alors ça a commencé à être popularisé au mois de novembre, mi-novembre de l'année dernière. Exactement. Ouais, voilà. Mais je dirais que c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé grossièrement, on va dire, à m'intéresser à l'édition de site. Enfin, moi, c'est pas vraiment comme William, c'est-à-dire la partie SEO. L'objectif, c'est de ranker, d'aller le plus haut possible dans Google. Mais disons que moi, ça a été plus créer un site pour mon activité. Peut-être qu'on en parlera après. Site vitrine, oui, tu en parleras après. C'est ça. Donc, ce que tu as fait. Créer un site vitrine. Donc, ça m'a forcé à me plonger dans cet univers, donc avec WordPress, etc. Donc j'ai regardé YouTube, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais plus au niveau du design. C'est pas vraiment beaucoup moins au niveau du SEO, tout ça. C'est moins ma partie. La partie technique, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais pour le coup, faire du design sur WordPress, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Faire un site, le rendre beau, maintenant, c'est quelque chose que j'adore. Après, pour la petite anecdote, on en parlera plus tard, mais avec Flo, on a eu une chaîne YouTube et on en a déjà parlé dans les vidéos d'Alex. Ouais. On a eu une chaîne YouTube et il y a 3 ans de ça, que ce soit lui ou moi, maintenant on maîtrise du coup WordPress, etc. Mais il y a 3 ans de ça, on a payé 1000 balles pour un site. Ah oui, et qui était dégueulasse. Et en plus de ça, on payait tous les mois, on payait 50 euros pour qu'il se fasse entretenir. Au final, il n'est pas grand. Après, ce serait un truc, je pense que c'est une compétence qui est importante et puis maintenant, il y a plein de tutos finalement. Toi, tu as appris comment, Flo, du coup c'est ça. Clairement, c'est avec des tutos gratuits sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes qui au niveau de la création de sites. Ouais, c'est ça. Vraiment, avec YouTube, il y a beaucoup de contenu gratuit. Donc exclusivement avec ça, j'ai pu apprendre à créer du WordPress. Donc c'est une compétence qui en plus, vous allez pouvoir, vous pouvez, comme on a dit, on a payé quelqu'un 1000 euros pour qu'il nous fasse notre site. Et 50 euros par mois pendant un an. C'est une compétence que vous pouvez monétiser. Il y a plein de sites de prestataires, vous pouvez proposer ces services-là.
c'est pas si long que ça en fait. Hein. Voilà, c'est vrai que la création de site est aujourd'hui quand même pas mal simplifiée. C'est une compétence qui est facile. Voilà, on parle Pas de facile, WordPress. facile. On parle de WordPress, c'est quand même encore un peu technique, mais aujourd'hui, on peut même créer un site avec de l'IA, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. On a vu aussi, beaucoup de personnes se sont mis à créer des sites, notamment avec Shopify, qui est un système de blocs. Et ça aussi, c'est assez facile aujourd'hui de créer des sites, c'est beaucoup plus facile. Par contre, là où vraiment William a une grosse plus-value, c'est vraiment sur la partie technique, la partie SEO, qui est quand même aujourd'hui assez complexe, parce que, comme tu l'as dit, le marché français est très très bon. Et aujourd'hui, se faire de la place en SEO, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Voilà. C'est l'heure de la C'est l'heure de la prière, mais je pense pas que ça va poser souci dans la vidéo. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer, c'est assez loin. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais dire? J'aimerais bien juste que tu donnes un petit peu une étude de cas. On va dire, je suis plombier sur Paris, par exemple. Je suis plombier sur Paris. Comment toi, alors une autre vie sinon si ça te dérange. Non, Paris c'est bon. Je suis donc, alors moi voilà, je suis artisan, je suis plombier sur Paris. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à me faire connaître. William, du coup, je suis tombé sur son site d'agence. Donc comment, William, tu t'occupes d'un client aujourd'hui qui connaît pas grand-chose à Internet, qui souhaite développer son activité et surtout se faire connaître? Alors aujourd'hui, je vais déjà faire une étude. S'il a un site internet, s'il a des réseaux sociaux, etc. Après, regardez ce qui est le plus pertinent, parce que je vais pas lui vendre un Facebook, un Instagram, un TikTok. S'il en a pas besoin, je suis pas à 300, 400 balles près. Il y en a qui le feraient. Ouais, Au grand combien, si le mec il a pas besoin, on lui vend, c'est de l'argent. Ouais. Après, moi je suis assez éthique là-dessus. Je pense que pour un plombier, tu vois, un Google My Business, je lui dirais, bah écoutez, vous avez besoin d'un Google My Business, il faut que vous soyez visible. Après, Google My Business, il y a des stratégies, il faut publier une fois par semaine, etc. Ouais. Donc, un accompagnement sur Google My Business. Après, un site internet, c'est important pour se référencer, etc. Et puis après, du coup, non, Facebook, même pas besoin. Tu vois, je te dirais pas TikTok, mais on a trouvé, l'autre fois on regardait avec Flo, on était sur TikTok, et il y avait une fille qui elle était carreleuse, elle faisait des vidéos, vu, je crois. et elle a beaucoup d'abonnés. Donc après, ça dépend du mood, le mec il est jeune et tout. Ouais. S'adapter au client, après si c'est un plombier qui a 50 ans, etc. Non, après, ouais, s'adapter au client par rapport à ça. Après, en termes de stratégie SEO, sur du local, donc plombier Paris 16e par exemple, je peux ranker peut-être, non c'est sûr même, je peux ranker dans les 10 premières positions sur plombier Paris 16e par exemple. Sur le local c'est vachement plus facile que si tu tapes la requête plombier France, c'est mort. Il y a trop de monde, plombier France, il y a trop de monde. Ouais. Après ensuite, sur la stratégie globale ce serait ça. Ouais. Et puis... Donc concrètement, ouais, en fait, tu fais un audit de ton client et tu vas voir comment en fait digitaliser son entreprise. Après, stratégie digitale, donc nous on est une agence de stratégie digitale. On peut aussi accompagner le client. Ça veut dire que ça va être lui montrer comment créer des posts Facebook. Donc la création de site, je la garde réservée à moi et le référencement SEO, je le garde à moi puisqu'elle est expliquée si à un plombier. Mais par exemple, il y a 3 ans, j'avais déjà essayé, comme je disais, de lancer une agence. Il y avait une salle de sport, lui, il avait déjà signé un contrat, je crois, il payait 600 balles pour 6 mois, je crois. Et en fait, cette femme a lui aidé à lui montrer comment créer des posts sur Canva et tout. Okay. Donc ça, je pourrais il y aussi avait une formation continue, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, ça peut être une plus-value en plus. Voilà, l'accompagnement aussi, parce que si le mec il est motivé et qu'il a envie de le faire, je lui explique, je lui montre et après il s'envole de ses propres ailes. Voilà. Ok. T'as des questions un peu, Flo? Des points à rebondir là-dessus? Pas particulièrement. Non, je pense que on a fait un peu le tour. Après, voilà, nous, faut savoir que pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, on est en mastermind ensemble depuis, on est jeudi au moment où on enregistre ce podcast. Ça fait depuis samedi, je crois, oui c'est ça. Donc on a eu l'occasion de beaucoup échanger sur tous les aspects, de faire un petit peu un tour de table, de voir les problématiques de chacun, régler un petit peu tout ça. Donc nous c'est vrai qu'entre nous on a beaucoup étudié, on t'a aussi donné des clés parce que Flo t'a apporté une plus-value, moi aussi, et ensemble c'est vrai qu'on peut s'échanger et se partager beaucoup de conseils, donc c'est très pratique de faire un mastermind comme celui-ci. Des choses à rajouter, William? Non, ça va. Pour toi, c'est bon? Non, tranquille. Eh bien, on va passer à toi, Flo. Ouais, alors juste la question, donc c'était
Là, l'idée, voilà, c'est de Tu dire un parles petit de peu ce que tes tu fais business. aujourd'hui, tes Ouais. business. Voilà, si tu as 1, 2, 3 business. Et puis nous, après, avec William, on te pose des questions, on interagit. Voilà, Ok. voilà, on réagit. On réagit. Ok. Voilà. Allez. Alors, donc actuellement, ce que je fais, c'est du Amazon FBA. Donc, Mhm. comme je disais, j'ai commencé par Amazon KDP. Donc, en publiant des livres, le principe, c'est que vous publiez un livre, donc un manuscrit, une couverture. La personne, donc une fois en ligne sur Amazon, la personne l'achète et c'est Amazon qui s'occupe d'imprimer le produit et de l'expédier à son client. Donc, j'ai commencé par ça et ça m'a permis de bien connaître le fonctionnement d'Amazon en termes de référencement. Puisque ce business-là est limité, on va dire, par la création du produit et par l'objectif de le référencer. Mm. Mais ça m'a pris déjà tout ça. Donc, avec ces compétences-là, j'ai pu partir sur un business que je voulais faire depuis longtemps avec mon frère. C'est Amazon FBA. Donc, Amazon FBA, de toute façon, tu as déjà fait une vidéo Avec dessus. Arthur, ouais, on a fait une longue Voilà, interview on va pas s'attarder. dessus. Je vous mettrai le lien de toute façon, allez la voir. Mais si tu peux expliquer rapidement ce qu'est un petit peu Amazon FBA. Ouais, alors très rapidement, le principe c'est d'acheter de la marchandise en grosse quantité pour l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon et pour déléguer la gestion des commandes Amazon. Donc en gros, dès qu'il y a une vente, c'est pareil. Amazon prépare le colis, hein, vous savez, les fameux emballages Amazon, Ouais. et l'expédie à votre client. Donc ça permet de vous libérer beaucoup de temps parce que vous n'avez pas à vous occuper de tout ça, vous n'avez pas besoin de gérer les remboursements, vous n'avez pas besoin de gérer même les retours clients et les questions aussi. Alors vous avez très peu de questions. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros avantage de ce business-là. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans environ. Voilà, avec mon frère, on a lancé un premier produit, un produit qui au départ a bien marché, mais on a fait des erreurs, on a fait une grosse erreur. Je peux peut-être l'évoquer rapidement, Mhm. c'est de ne pas avoir testé le produit en amont. Donc on a commencé Ouais. directement avec une commande assez élevée. Alors ça peut paraître bête, mais c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on ne pense pas forcément à des choses comme ça qui peuvent même paraître essentielles. On a vu juste un produit sur Amazon avec beaucoup de ventes, parce que bien sûr, petite parenthèse, on ne lance pas un produit, on va dire au hasard, on fait d'abord une étude de marché, on peut voir les ventes que font vos concurrents. Donc tout ça, on a pu voir qu'on avait un bon produit entre les mains. Enfin, on a cru voir que c'était un bon produit. Et au final, non. Alors, le premier mois, on a fait 1 800 € de bénéfices. Et Oh, alors, je te coupe un instant, mais c'est énorme. Hein. Le premier mois, 1 800 € de bénéfices. Là, tu parles de net. ouais, de bénéfices Et nets. combien net. d'investissements Alors, l'investissement, on avait mis, il me semble, entre environ 3 000 €. Environ 3 000 €. Donc t'étais déjà remboursé à la moitié. T'étais déjà. Ouais, c'est ça. T'avais quasiment ton ROI le premier mois, et puis je pense qu'après. Alors t'es après, rentré. justement, on a fait l'erreur, oui et non, parce que c'est aussi c'est ce qu'on fait pour un produit qui marche. Donc logiquement, Mm. on repasse une commande. Donc on a passé une commande beaucoup plus grosse. Ouais. Et on s'est retrouvé justement avec trop de stock, puisque le produit, petit à petit sur Amazon, on recevait des évaluations négatives. Parce que c'est l'erreur qu'on avait faite, c'est de ne pas tester le produit. D'accord. On s'est rendu compte que c'était un produit de mauvaise qualité. Tu l'as plus ton produit là sur Amazon? Non, j'ai plus Tu de peux produit. nous dire ce que c'était ou pas? Ouais, Moi peux je dire l'ai ce que c'est. testé, je sais ce que c'est, je Ouais, l'ai alors, chez moi. C'était un pommeau de douche avec une hélice dedans. Flo, tu mettras une petite Alex, tu mettras Ouais, une petite Ça photo reste par là. un insert, ouais. Tu Voilà, verras Une ça, photo ouais. par là. Donc c'était un pommeau Ok. de douche avec une hélice. Le principe c'est que c'était un pommeau de douche haute pression. Ouais. Enfin, les fournisseurs vendent ça comme un pommeau de douche haute pression, et même les vendeurs. Mais c'est juste parce que les trous, ils sont, c'est de la micro-perforation. C'est vraiment des trous minuscules. Mm. Ce qui fait que peu importe le débit de l'eau, c'est tellement minuscule que l'eau va être projetée avec plus de puissance. Moi j'avais remarqué un truc qui était bien dessus, c'est que tu pouvais arrêter l'eau sans descendre le mitigeur. Ah, Et du ouais, coup, c'est bien, ça, ça. c'est aussi. Moi du coup j'ai une famille et les enfants ils aimaient bien parce qu'ils n'avaient pas besoin de dérégler. l'eau Pratique. était, bah, ça- Pratique, ouais. Voilà, mais- Pratique. Et du coup, voilà, ce produit, il a eu des problèmes, des problèmes de fuite. Donc, justement, au niveau de ce bouton-là et au niveau de la tête de douche. Moi je l'ai perso, du coup D'accord. il y a pas longtemps je l'ai cassé, je l'ai fait tomber et ça je s'est t'en cassé. reverrai un. C'est cassé. T'en as encore devant ça. Bon, voilà, du coup, pour Ok. le premier produit, après, donc, on a pu. Au final, c'est une erreur qui nous a fait gagner de l'argent par la suite. Parce que maintenant, tous nos produits, on va les tester avant, c'est systématique. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a à peu près. On a 6 produits. Et on est en train d'en lancer 3 nouveaux. 3 nouveaux en même temps. Bon, Voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer de plus. peut-être. Est-ce que tu peux donner une fourchette en termes de chiffre d'affaires éventuellement, juste un peu
Une fourchette si Ouais. tu veux, même fourchette. Alors, le large, chiffre peu d'affaires qu'on a fait. importe. Tu veux peut-être pas les donner. Oh non, bah, y a pas de souci. Donc, moi, en décembre, donc forcément, ça va être un mois intéressant parce qu'il y a. Le mois de Voilà, il y a décembre. Noël. Ouais. Mais on n'avait que 3 produits. On n'avait que 3 produits pour le mois de décembre. On a fait en chiffre d'affaires donc 10 000, 10 500 euros à peu près. En chiffre d'affaires. Mon bénéfice net à 6 000 du coup. Non, alors on peut parler aussi de la marge, hein, parce que là c'est pareil, on en Ouais. parlait chiffre d'affaires et bénéfices. Effectivement, ouais, il y a toujours une grosse différence. En particulier, Écoutez pas les vendeurs de rêves. Écoutez pas ceux qui vont vous mettre 1 million d'euros. Ouais, voilà. Alors que voilà, puis si ça se trouve, 1 million d'euros, ils sont peut-être même pas rentables derrière avec la publicité pour payer ça. Donc Ouais, ouais, voilà. voilà. Non, mais en termes de bénéfices nets, on peut donner une fourchette de marge, on est aux alentours de 20%. Ok. Donc ça fait Ok. voilà, un peu plus de 2000 euros. À savoir qu'on avait aussi, après c'est un peu plus dans le détail, mais on peut acheter des avis, on va dire Vine, bien sûr légalement. C'est Amazon qui propose un service. Ah, Donc, là, je te coupe, mais c'est pas le club des testeurs Si ou un c'est truc ça, comme ça. exactement. Ouais, voilà, Le des club fois des on le testeurs. voit en fait au niveau des commentaires Amazon, il y a le club des testeurs. Donc là, c'est C'est un ça. club de test officiel d'Amazon. Ouais. Ah, Alors- ok, moi je connaissais pas. Et moi, je connaissais. Alors en fait, le principe c'est que vous payez, donc il y a 170 euros de frais d'inscription. Ok. Et en plus, vous devez donc fournir gratuitement les produits aux acheteurs. Mhm. Et vous payez aussi les frais d'expédition. Donc en gros, pour faire, disons, 30 tests, vous devez débourser, bien sûr, tout dépend de votre produit, du volume, etc. Ouais, bien sûr. Mais c'est environ 400, 500 euros. Mais après, si tu récoltes, si tu sais que ton produit est bon, que ton branding est bon, que tu as vraiment un beau C'est concept, ça. tu sais que derrière, ça va être un bon retour sur investissement. Si tu as 30 avis, on va dire entre 3 et 5 étoiles. Ah, mais c'est derrière, ça. Après, un petit disclaimer, tu parlais que c'était des avis légaux. Nous, on l'a tous fait, on a fait de la machine à colis, donc on recevait des Oui, produits Amazon, on exactement. mettait des J'en ai parlé dans avis. une vidéo. une Ça, fois. aujourd'hui, il faut plus le faire. Faut plus le faire, c'est Ouais. cramé. Et du coup, si Flo il faisait ça, par exemple, sur un de ses Il produits, serait. il est banni et Ouais. il se retrouve avec son produit qui est en stock, qu'il doit récupérer et derrière il perd Ouais, beaucoup c'est ça. d'argent, quoi. Donc juste petit aparté, si jamais vous comptez faire du Amazon et tout, et que donc souvent j'ai entendu, mais qu'est-ce qui se passe si mon produit ne marche pas? Il y a des stratégies pour pouvoir derrière se débarrasser de votre stock, et je vais en évoquer une, tout simplement sur Facebook. Sur Facebook, il y a des groupes de déstockage, et moi, alors on a eu donc plusieurs produits qui n'ont pas marché, hein. Là j'en ai évoqué un, mais il y en a aussi eu 2 autres. Les 3 produits, on a pu vendre beaucoup de stocks sur Facebook. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire de marge, mais vous allez récupérer de l'argent. Après, une autre astuce, vous pouvez aussi faire un litige avec votre fournisseur. Donc pour le coup, les pommeaux de douche, on a En cas de récupéré. Flo, défaillance. attends. Du coup, t'en dis beaucoup. Flo, il a énormément de connaissances sur Amazon FBA. D'ailleurs, Ouais. Flo, il va mettre Flo, voilà, évidemment, ses je connaissances mettrai les liens en de service, chacun. ses connaissances. Également, voilà, tu vas développer un service Amazon FBA, tu t'en parleras aussi. Ouais, Également, je voilà. mettrai ton lien d'agence aussi, Ok, William. merci. Puis les personnes qui veulent, t'inquiète, les personnes comme ça qui voudraient travailler avec toi, il y aura également ton lien, même si tu travailleras plus en local au niveau de ton agence. Après, voilà, ça c'est la question où on en rediscutera avant la fin du mastermind. Voilà, Mais ouais, c'est pas en fait, terminé encore. là, on a vraiment 10 jours où on cogite et comme ça, on peut en parler aux copains. Et justement, là-dessus, Ouais, j'ai eu des ouais. réflexions. Mais voilà. Donc pour terminer, alors sur Amazon FBA, Ouais. vas-y. Alors juste pour finir, donc les autres astuces, vu que donc il y a le litige, vous pouvez faire un litige, vous pouvez vendre en stock sur Facebook, vous pouvez vendre aussi au détail sur Vinted et Le Bon Coin. Et donc Excellent. c'est pareil, là vous pouvez faire de la marge carrément dessus. Ah, c'est du gros hacking. Et ça, hein. d'ailleurs, Excellent. en parallèle donc de Amazon FBA, vous pouvez aussi vendre sur Vinted, même si c'est pas vraiment fait pour les professionnels. Ouais. Nous on le fait, on a quand même des astuces pour pouvoir vendre sur Vinted. Du coup, ça fait aussi comment dire, un arrondi, j'ai plus le mot, un complément de revenu sur Vinted. Hein. Oui, aussi. Et ça vous rembourse, donc comme je dis aussi les pertes si jamais vous avez un produit qui marche pas. Donc Et finalement, donc, c'est pas un si gros problème que ça. Voilà. Le SBA, tu dois avancer de l'argent, certes, pour avoir le stock de produits et les envoyer à Amazon, mais si toutefois ça marche pas, tu arrives quand même derrière à faire quelque Oui, chose de ton tout à stock. fait. Oui, oui. Et du coup, ton premier investissement, tu l'as fait avec l'argent d'Amazon KDP finalement ou avec l'argent, je sais que tu avais une chaîne YouTube à l'époque. Ouais, bah c'est plutôt ça. Hein. C'est avec donc ce premier business Amazon KDP. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai pu acheter un petit appartement tout petit hein, que j'ai acheté. Alors, je sais que c'est pas forcément une bonne chose, mais je l'ai acheté sans faire d'emprunt. Donc, c'était une petite somme, hein, donc c'est pour ça que j'ai pu faire ça. Et ça m'a permis, on en parlait aussi, de pallier un peu à ce problème-là de la stabilité. Donc, quand on est entrepreneur, on a des revenus en dents de scie. Grâce à ce petit investissement locatif, ça m'a permis un peu
disons, de lisser, d'avoir un socle. Avoir un socle. Ouais, d'avoir un socle. Ouais. Donc voilà, tout ça, Tout à fait, ouais. ça m'a permis d'avoir un peu plus de revenus pour pouvoir faire ce business qui nécessite quand même un certain budget de départ. Hein. Donc, aux alentours des 1500, 2000 euros. 2000 euros, ça serait à peu près ça qu'il faudrait compter pour pouvoir lancer un. Ouais, je suis d'accord. Aux alentours de 2000. Donc voilà, moi, je pense avoir fait le tour d'Amazon. Et ouais, puis après tu as aussi. Ouais, alors je peux en parler vite fait parce que là c'est vrai que j'ai pas mal parlé d'Amazon. Non, mais c'est incroyable parce que je le rappelle, Flo, tu as que 22 ans et tu as accompli ce que beaucoup de personnes ne font pas après. Sans vendre des formations cheatées. Aussi également, voilà, sans faire de savoir qu'il a eu une chaîne YouTube, on en parlera après, qu'il a vendu des produits digitaux. Non, mais je pense que c'est tôt ou tard, il y a des personnes qui vont préférer faire de travailler pour un métier dont elles voulaient travailler depuis tout petit. Moi, je sais que je n'ai jamais su trop quoi faire, mais je savais que ça m'intéressait pas spécialement, quoi. Donc oui, j'ai eu cette chance-là de rencontrer, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de rencontrer quelqu'un qui m'a mis sur la voie, on va dire. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Et de fonder Low Content France. Ouais, voilà, c'est sûr. Mais donc du coup, pour parler donc rapidement de ma deuxième société, donc c'est de la conciergerie Airbnb. Donc c'est toujours lié donc à l'immobilier, quelque chose que j'aime faire, quelque chose qui me passionne depuis pas mal de temps. Donc voilà, conciergerie Airbnb. Donc je peux rapidement expliquer en quoi ça consiste. Allez. C'est donc, admettons, vous êtes un propriétaire et vous avez un bien que vous voulez louer en courte durée, mais vous voulez vous débarrasser des contraintes. Donc accueillir les voyageurs, répondre, etc. Enfin, aux demandes de réservation, gérer les messages Airbnb, le ménage, etc. Vous voulez le déléguer, vous faites appel à une conciergerie qui va s'occuper de tout ça. Et en contrepartie, elle va se rémunérer en commission. Donc en général, c'est plutôt aux alentours des 20%. Et après, bien sûr, suivant les prestations, ça va un peu plus. Donc voilà ce deuxième projet que j'ai depuis le début d'année, que je cumule parfaitement avec Amazon FBA. Et tu parlais d'immobilier, mais du coup, tu viens aussi acheter un deuxième appartement. C'est en cours. Oui, voilà, c'est en cours. Ouais. Une offre d'achat qui a été acceptée. Ouais. Donc sur une ville là où je suis né d'ailleurs, une ville où je suis né. Donc je connais plutôt bien la région et donc là l'objectif c'est aussi de faire ce que j'aime faire, donc de la courte durée, parce que avec la conciergerie j'ai eu l'occasion de pouvoir accueillir des gens. Il sera géré par ta conciergerie du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà. Félicitations. Donc, bah ouais, non, je veux dire, parce que c'est vrai qu'à ton âge, moi j'étais pas du tout comme ça. C'est vrai qu'on a tous un parcours différent et c'est vrai que toi, t'es directement rentré là-dedans et finalement t'as pas perdu de temps et c'est bien. Donc, ouais, c'est génial, surtout que t'as plein de projets et c'est vraiment que le début, quoi. On verra bien, je l'espère. C'est vraiment top, quoi. T'as des trucs à rajouter sur Flo? Non, bah moi après Amazon FBA c'était la barrière d'entrée, mais du coup il a répondu juste avant que si t'as répondu à ça. Ouais, finalement la barrière d'entrée à 2000 €, c'est peut-être pas fait pour tout le monde finalement, mais celui qui veut s'investir et puis aller de l'avant, de toute façon les 2000 €, il peut les trouver. Regarde aussi le prix, regarde derrière tous les avantages. T'as pas de gestion de stock, t'as pas de SAV, t'as pas de boutique à créer, de nom de domaine à acheter. Et du trafic. En fait, de trafic. T'as pas l'acquisition de trafic. L'acquisition de trafic aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit le SIA, la publicité, soit vous payez pour avoir du trafic, ou soit vous faites du SEO, donc du référencement, et vous optimisez pour avoir du trafic. Là, toute cette partie, c'est Amazon qui la gère. Donc en fait, il n'y a quasiment rien à gérer. Ouais, c'est ça. Tu vas mettre 1500, 2000 € sur la table, mais après, derrière, bah, tu sais que tu es plus ou moins... Après, moi, je vois, quand je me suis lancé, j'avais pas un PECO. Amazon FBA, pour le coup, le mec qui a envie de quitter le salariat et qui a du plaît budget. Un peu, même sans budget, tu vois, le mec qui... Bah si, pour FBA, si, il faut un peu de budget. Alors, petite précision là-dessus. Donc oui, 2000 €, c'est quelque chose, je pense, que tous les vendeurs Amazon recommandent, parce que c'est un budget qui va vous permettre, disons, de commencer à pouvoir customiser votre produit, de pouvoir remettre votre logo, d'apporter quelques modifs. Mais vous pouvez très bien lancer un produit pour beaucoup moins cher. Moi, j'ai un exemple d'un produit qu'on a lancé pour 500 €, même 400 €, une variante de ce produit. Donc entre 400 et 600 €. Alors la stratégie, c'est tout simplement c'est surtout au niveau du packaging. Au lieu de mettre par exemple un logo imprimé, vous allez mettre un stickers. Donc forcément,
comment dire, le rendu les moins bien, mais à certains produits, vous n'avez pas forcément besoin de commencer avec 2-3 000 euros juste pour mettre un logo. Pour certains produits, ça peut suffire. Je suis d'accord. Ok. Non mais Après, voilà, non, rien à dire. c'est bien, hein, voilà, c'est bien de se diversifier. Est-ce qu'on parlera peut-être à la fin, si on a le temps, un petit peu d'investissement quand même. Ça c'est peut-être un point qu'on a pu aborder, qui est peut-être un peu moins pour vous acquis, mais en tout cas c'est intéressant de pouvoir se diversifier comme ça. Et comme tu as fait William aussi, comme tu as fait Flo, c'est important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, quoi qu'on dise. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce que j'ai fait. Et puis si vous avez quoi que ce soit à redire, je pense que vous reviendrez dessus. Alors voilà, pour la petite... on a pris la pause en fait à ce moment-là, parce que ça commençait 1 heure de podcast. Voilà, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on est, on va dire, qu'on n'a pas besoin d'un petit peu de repos. Donc William ici présent avait besoin un petit peu de souffler. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la coupure. Donc, alors moi, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai démarré sur YouTube le 1er janvier 2019, c'est très précis, en même temps que le 1er janvier. Voilà, c'est assez facile. Ah, mais ça, c'était d'ailleurs, tu m'as dit, une fois, je voulais lancer une chaîne, tu m'as dit, commence le 1er janvier, c'est nouvelle résolution. Voilà, ça, alors, peut-être que je t'ai dit ça, moi, en fait, si tu veux, vu que j'avais eu comme projet de lancer une chaîne YouTube en 2016, que je n'ai jamais fait, finalement, je m'étais plus ou moins engagé à lancer le truc au 1er janvier 2019. Donc j'ai pas lâché et voilà, j'ai lancé mes premières vidéos. La niche de l'entrepreneuriat finalement. Alors moi la niche, si tu veux, vraiment l'idée là-bas cyber indépendant, c'était le côté cyber, le côté indépendant, c'était grâce au digital, grâce au numérique, devenir indépendant. Mais t'avais pensé à autre chose à la base. J'avais pensé à quoi? Vas-y dis-moi. Parce qu'à l'époque t'étais DJ et du coup tu voulais un peu faire des vidéos DJ, une chaîne sur le DJ. Oui, j'y ai pensé. C'est vrai que c'était en 2016. Ouais, ça remonte. J'ai eu ce projet en 2016, si tu veux, d'une chaîne tech. Ouais. Et après, je m'étais dit, je vais peut-être faire un truc autour du métier de DJ. Parce que il y avait, en fait, nous, avec William, on a fait la même école de DJ. Ça, on a eu l'occasion d'en parler. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'infopreneurs dans le milieu DJ. Il manquait des vidéos tutoriels. Aujourd'hui, on a plusieurs. Mais tu vois, on avait quand même, on va dire, quelques années d'avance sur le marché à ce moment-là. Bah là, c'est juste depuis 2020. C'est juste depuis 2020-2021. En fait, je pense qu'ils ont fait la transition pendant le Covid. Ouais, voilà, il y a eu le Covid. Ils n'ont pas pu faire de soirée. Voilà, ils se sont dit, voilà, c'est ça. Alors que on y pensait déjà avant. On en avait parlé. Aujourd'hui, franchement, on aurait fait ça. Ça se trouve, on aurait un gros blog, le numéro 1 DJ France. Il y aurait eu des backlinks, ouais, je pense aussi. On aurait le meilleur blog, la meilleure chaîne YouTube. Et puis les mecs, on aurait été un peu les Théophile Elliott de DJ. Un petit peu, ouais, je pense en termes d'audience. Ouais. Donc moi, voilà, je me suis lancé comme ça avec des vidéos un peu, on va dire un peu mainstream. Je crois que ma première vidéo, c'était comment booster sa page Facebook. Parce que voilà, il y avait. Je m'étais alors un petit peu aussi basé sur des mots-clés. J'ai commencé un petit peu à me pencher sur la question du SEO et je me suis dit, ça serait bien de faire des vidéos qui vont répondre à un besoin, à remplir un peu des blocs en quelque sorte. Il y a de la recherche sur comment faire ça, et ben je vais faire une vidéo sur comment faire ça en restant dans ma thématique. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai réussi à vite faire croître ma chaîne YouTube. Je crois que ma deuxième vidéo, c'est la chaîne la plus vue de ma chaîne. Et je crois que non, la deuxième vidéo c'était justement comment booster sa page Facebook. En fait j'avais remarqué qu'il y avait une grosse recherche là-dessus et cette vidéo a fait je crois 300 000 vues, un truc comme ça. Ce qui est énorme pour une chaîne qui démarre. Voilà, donc en fait c'était ma deuxième vidéo. Et la première, tu as eu des résultats? Ma première, je crois qu'elle a fait 3-4 000 vues, un truc comme ça. Ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Et j'ai fait en fait après une vidéo sur Amazon. Donc faire de l'affiliation avec Amazon. Tu parlais de Théophile tout à l'heure, qui a été moi une des personnes qui m'a un petit peu lancé là-dedans parce que je le suivais et puis j'ai même eu l'occasion de le rencontrer en 2018, d'échanger rapidement avec lui là-dessus. Et c'est vrai que lui aussi avait, sur la vidéo d'Amazon, je me rappelle, il n'y avait que lui en fait qui avait pris le mot-clé comment faire de l'affiliation avec Amazon. Et moi je m'étais dit, je vais faire une vidéo un peu plus complète, un peu plus longue. Et pareil, cette vidéo, je crois qu'elle a fait 80 000 vues, un truc comme ça. Oui. Moi, après, j'avais vu une formation d'un entrepreneur français, je ne citerai pas le nom, mais lui, il parlait de faire, un peu maintenant, moi dans le SEO, dans l'édition de site, on va parler de Black Hat. C'était prendre les vidéos qui marchent et du coup les refaire en changeant un peu le titre et tout. Tu vois. Ok, ça c'est jouable, hein, c'est jouable encore. C'est jouable. Donc en fait, j'ai basé un petit peu ma stratégie d'acquisition là-dessus. Et c'est vrai que j'ai vite eu, en fait, le nombre d'abonnés a vite monté, en fait. Hein. Je crois que j'avais les 1000 abonnés au mois d'avril. Ah ouais? Ouais, en avril 2019, j'avais les 1000 abonnés. Faudra aller sur Social Blade, en fait, revoir la courbe. 4 mois, pas mal. Mais je crois qu'en 4 mois, je me rappelle, au mois d'avril, j'avais déjà mes 1000 abonnés.
Alors que mon objectif, c'était 1000 abonnés en un an. Donc en fait, en 4 mois, j'avais déjà ça. Cool. Et j'ai lancé ma première formation donc payante avec du contenu plus avancé en avril. Et c'est pareil, j'avais déjà eu des revenus dès le début assez rapidement. Donc en fait, je vivais déjà quasiment de ma chaîne YouTube. Ouais, je vivais de ma chaîne YouTube, donc plus de 1000 € par mois en 2000, en avril 2019. Que de la monétisation du coup. Juste la vente de formation derrière, Ok. puisque j'avais du contenu payant. Il y avait le contenu public qui était Ok, la chaîne d'accord. YouTube et le contenu payant, c'était après, c'était les formations. Ouais, je me souviens à l'époque, t'avais un truc, c'était un lien et après t'envoyais sur Facebook une vidéo, un truc tous les jours, je crois. Je crois, C'était via oui, Facebook. oui, c'était ça, ouais. Facebook. C'était ça, en fait, j'avais tout simplement fait un tunnel de vente avec l'Ernibox à l'époque, Ok. avec une vidéo par jour. Où en fait, je donnais une stratégie. Mais c'était sur Facebook, en fait. je me souviens, j'avais vu un truc comme ça. C'est possible. À l'époque, je t'avoue que. Tu parlais ça remonte de un peu, genre. Robert Kiyosaki, de trucs un peu comme ça et tout, Ouais, je me souviens je à crois, l'époque. Donc en gros, voilà, j'ai commencé à monétiser ma chaîne. Donc là, je vous renvoie au dernier podcast, évidemment, que j'ai fait la semaine dernière sur YouTube, où là, j'explique justement toute ma stratégie YouTube. D'accord. Et j'ai commencé à monétiser ma chaîne, à avoir la possibilité de monétiser ma chaîne en juin 2019. Pas mal. D'accord, ouais, Parce ça qu'il arrivait, fallait, voilà, vous 6 savez, hein, mois, il faut les oui, 1000 abonnés, il faut 4000 heures d'écoute, Mhm. et puis il faut que la chaîne soit bankable, qu'il soit possible de le faire. Ok, cool. Donc voilà, donc j'ai commencé à avoir la monétisation, et en même temps, en parallèle de ça, j'ai commencé aussi à développer des stratégies d'affiliation. D'accord. À peu près au même moment, parce qu'au début, j'en faisais pas beaucoup d'affiliation. Mhm. Donc tout ça combiné, en fait, ça m'a vraiment permis d'être indépendant en à peine 6 mois. Vraiment, Ouais, vraiment, c'est là, ce d'avoir qui est un vraiment gros très blog Super, super. en à peine Ouais. 6 mois. Et en fait, ma chaîne a continué à croître, donc comment dire, le nombre d'abonnés a continué à croître. Je me rappelle, j'étais parti donc à Tenerife en juillet 2019. J'étais à peu près à 2000 abonnés à ce moment-là. Voilà, je me rappelle. Quand j'étais rentré, en septembre, j'avais fait une série de vidéos parce que je tourne mes vidéos en bloc et j'étais pareil, j'étais à 3000 abonnés, puis ça a continué à croître. Là, on est quasiment 30 000. Alors, l'idée, le nombre d'abonnés, certes, sert d'indicateur, mais derrière, on peut voir, je fais pas non plus énormément de vues, en fait, puisque je reste sur des vidéos qui sont assez simples. Je suis pas, comme je le disais sur le podcast YouTube. Je fais pas des vidéos pour les vues maintenant. Je fais vraiment des vidéos qui me plaisent, dans un contenu qui me plaît, dans un format qui me plaît. Et en fait, voilà, il y a vraiment, j'explique vraiment ce côté créateur de contenu pour apporter des solutions clés à des personnes, et le côté mainstream où je veux faire des vues, où je veux. Ok. Ouais. Si vraiment demain je me positionnais sur le nombre de vues, en fait, je changerais ma manière de faire des vidéos. Oui. On commencerait un petit peu, ouais, salut les gars, aujourd'hui on est dans une villa. Enfin, tu vois. Ouais, Hashtag Ce serait- putaclic. Voilà, on ferait, en fait, on ferait du MrBeast en quelque sorte. Je reprendrais des codes de MrBeast, mais en fait, c'est pas ça. Ouais, bah j'aimerais bien reprendre un peu de service et de son Mais en compte, fait, c'est vraiment une question de stratégie de placement, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc j'ai développé, je me suis reposé sur principalement en fait 3 piliers. Enfin, vraiment piliers d'acquisition pour moi, YouTube, vraiment à fond. Mhm. YouTube, j'ai un blog aussi à côté, mais bon, il y a peu d'articles, c'est pas un gros vecteur de trafic. Le SIA, On va alors, travailler dessus. On va voilà, travailler dessus. au-delà, alors ça peut paraître dingue, hein, mais je n'ai jamais fait de publicité non plus. Ah ouais, de SIA. T'as jamais essayé. Jamais, j'ai jamais. Alors j'ai essayé ici très récemment avec un site, mais c'était pas dingue, juste pour faire du retargeting sur D'accord. en fait mon lead magnet. Mhm. En fait. Ok. Mais pas dingue. Et franchement, voilà, je sais qu'à l'avenir, je testerai peut-être plus le SIA fin d'année, mais j'ai Ouais. jamais fait de publicité non plus. Et pourquoi C'est parce que tu. Bah en fait, pour moi, la publicité, en fait, je suis tellement dégoûté de la publicité en vrai. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je vais sur Facebook ou Instagram, je vois tout le temps les mêmes publicités, tout le temps les mêmes trucs, les mêmes codes. Et moi, en fait, comme je dis, j'ai vraiment une allergie à d'un côté les vendeurs de rêves et de l'autre les personnes qui font de la pub comme ça pour vendre du rêve. J'ai vraiment une allergie à ça, et c'est ce que je dis souvent sur mon canal Telegram, j'en parle souvent de ça. Ok. J'en parle sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment une allergie à tout ce côté vendre du rêve, etc., gonfler ses chiffres et tout ça. Et moi, je reste, on va dire, un petit peu le bon paysan, quoi, on va dire. Ouais, quoi, ouais. un petit peu le Après, côté bon toi, paysan. Flo, en termes de publicité, t'en fais notamment sur Amazon peut-être ou via d'autres canaux. T'en as Ouais. fait. C'est quoi ton expérience avec la publicité? Oui, bah alors pour le coup, moi, c'est pas YouTube que Mm. j'ai expérimenté en publicité. Ouais, d'accord. Mais c'est plus, oui, c'est plus sur des plateformes. Hein. J'ai Ouais. aussi fait du dropshipping sur eBay. Donc j'ai fait de la pub sur eBay, sur Amazon. Et je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas eu j'ai pas fait plus de publicité que ça. Hein.
C'est une stratégie, moi, que je souhaiterais développer, mais je pense que je délèguerais ça. Tu vois, tu parlais de la délégation. Moi, honnêtement, avec ce projet et même tout ce que je vais faire après, j'ai pas le temps de le faire moi-même. Écoute, remplis ton mail et je te recontacte. Ouais. Bah, non, après, moi, pour ma aussi. part, j'en ai déjà fait, puisque à l'époque, j'avais essayé de me. Du coup, j'avais pas le mindset, mais j'avais lancé une agence déjà, mais je faisais que de l'acquisition de leads. J'avais suivi une formation super chère, et finalement, c'était une bonne approche, mais c'était bourrin. Et aujourd'hui, je sais faire, je connais, donc je vais en faire pour moi, pour mon site d'agence. Forcément, je vais faire du Google Ads, peut-être du YouTube, etc. Pour mon site d'agence, notamment pour les infopreneurs. Si je dois aller chercher des infopreneurs, je vais faire une pub sur YouTube. Donc, mais pas Facebook, je ne pense pas Facebook après avoir. Après avoir. Ouais. Mais je sais que j'en ferai, et puis après pour des clients dans l'avenir aussi. Mais pas, ça va pas être ma priorité, puisque aujourd'hui le SEO je kiffe. Ou alors si je devais faire du SEA, bah, je prendrais peut-être un mec et puis il me le fera, et puis voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. J'en ai vu passer, parce que j'avais fait un appel à candidature justement pour me dégager du temps, parce que je travaille vraiment beaucoup encore sur, peut-être même trop, sur cyber-indépendant. Et justement, j'avais vu passer des freelances spécialisés SIA à des prix intéressants aussi, donc ça pourrait être, je pense, intéressant de faire un échange de bons procédés. J'ai fait moi aussi du coup sur Amazon KDP. Avec Flo, on a saigné Amazon KDP. Je pense on va en parler. Vous allez nous en parler un petit peu de peut-être que t'as pas fini sur. Je vais terminer sur la partie un petit peu business, principalement cyber-indépendant. Donc j'ai vraiment reposé ma stratégie d'acquisition sur YouTube, principalement avec les mots-clés. Et en termes après de revenus derrière, vente de formation, donc infoproduits, sous le biais de formation. Et surtout, je me suis focalisé quand même sur l'affiliation. Okay. Donc différents programmes. Et également des partenariats. Ça m'est arrivé de faire des partenariats. Notamment, c'est plus facile maintenant parce que j'ai quand même une bonne visibilité par rapport à ma chaîne, mon nombre d'abonnés. Donc je suis souvent contacté, je sélectionne quand même pas mal de produits. Mais en vrai, je repose cyber-indépendant sur vraiment ces trois piliers. La vente de formation, l'infoproduit et les placements de produits. Je refais. Infoproduits, affiliation et partenariat. Voilà. Toi, et le quatrième point, je vais terminer juste là-dessus. Le quatrième point que je développe beaucoup plus depuis le début d'année, et c'est pour ça que j'ai même rechangé mes offres. J'ai un petit peu changé ma manière de travailler aussi, plutôt que de vendre des formations à l'unité. Je travaille en fait sur un accompagnement global, donc un club privé, le club Rentier Digital. Le lien est toujours dans la description, évidemment, vous pouvez aller voir. Et également un accompagnement qui est plus poussé, donc je fais ça avec une partenaire, où là vraiment l'idée c'est de prendre en fait quelqu'un qui souhaite se digitaliser et de l'accompagner sur 1 an, donc il y a possibilité de réserver 2 heures d'accompagnement par mois, donc soit accompagnement technique, soit accompagnement pour, on va dire, débloquer des choses. Une messagerie où on peut nous contacter à n'importe quel moment, plus un rendez-vous en présentiel aussi qu'on organisera, je pense, fin d'année ou début d'année prochaine. Donc vraiment une offre d'accompagnement complète. Voilà, je veux vraiment, en fait, je me rends compte que proximité, ça crée la proximité. Et le problème des formations en ligne, c'est qu'aujourd'hui, il y en a tellement. En fait, il y en a tellement. On peut trouver donc des formations qui vont être super pricées, super à étiquette à 1000, 1500 euros. Bon, moi, je suis plutôt sur des petits produits, à des formations à maximum 400-500 euros, grand max. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes, et je pense qu'on l'a tous fait, on achète une formation, on achète un livre, on lit 2-3 pages, ou même on ne l'ouvre même pas, et on ne le fait jamais, en fait. Donc moi, je me suis dit vraiment de développer la partie accompagnement. Et ça, après, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime, le contact, tout ça. Après, il y a une alternative. Déjà, je vais finir sur toi. Je pense que tu as une vision globale, et le fait d'être accompagné, nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. Et à chaque fois, on s'accompagne un peu, notamment maintenant. Toi, tu m'accompagnes sur plusieurs choses. Moi, je t'accompagne plus sur le bien-être, la santé et tout. Mais ouais. Ton téléphone. Mon téléphone. Bon, il a rien. Non, c'est pas grave. Ramasse-le si tu veux, t'inquiète pas. Non, c'est bon. Du coup, toi, tu as cette vision globale et qui fait que tu peux vraiment aider les gens. Ben moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je vous ai évoqué ça peut-être à plusieurs reprises. C'est vraiment de rester dans sa zone de génie. Moi, je sais que on va dire, je suis à l'aise et je trouve plutôt bon dans ce qui est accompagnement. C'est-à-dire de prendre quelqu'un qui a des blocages, des trucs, et lui dire ok, tu fais ça, tu fais ça. C'est plus facile en fait parfois d'aider les autres que de s'aider soi-même. C'est ce qui est un peu paradoxal, mais c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains et c'est quand même une grande force. Après, je vais pas tuer les vendeurs de formation et tout, mais alors il y a YouTube où il y a beaucoup de mise en valeur finalement pour acheter la formation. Mais moi, il y a un truc que je fais quand il y a une formation YouTube qui sort.
je vais aller sur Udemy, et sur Udemy, je vais taper le mot-clé, et là, derrière, tu vas acheter la formation à 20 balles. C'est pour ça que j'ai aussi mis des formations sur Udemy, justement. Ça m'apporte à la fois de la visibilité, canal, et Après, voilà. Udemy, Mais ça tu me vois, plaît. moi je suis d'accord avec toi dans le sens où aujourd'hui, on a tellement accès à de l'information qu'il est parfois facile de se former. C'est pour ça que l'accompagnement, ça a plus de valeur aujourd'hui Voilà, qu'une formation. exactement. Flo qui fait de l'accompagnement, Voilà. il pourrait vendre une formation sur Amazon FBA, mais non, il fait de l'accompagnement. Voilà. Moi, je veux C'est faire ça, en aussi fait, de l'idée. l'accompagnement Ouais. et du service, toi pareil. C'est Et un je pense point qu'on qu'on a est pas mal dans... développé. Voilà, l'entrepreneuriat 2.0 serait plus de l'accompagnement. Et... Aujourd'hui, on voit, en même temps, on est aussi poussé, les gars, avec l'IA, l'intelligence artificielle. Moi, en tant que créateur de contenu aujourd'hui, Tu c'est sors vrai une que l'IA, formation par jour si d'un tu veux. côté, est pratique, Ouais. mais je pourrais techniquement, c'est ça, sortir une formation par jour. Donc, on a, Une d'une formation de certaine cuisine, manière, non oui, depuis, éventuellement, tu vois, je pourrais éventuellement. Mais techniquement, il serait possible de sortir beaucoup plus de formations grâce à l'IA. Mais ce qui fait perdre, en fait, en quelque sorte, la valeur des formations, la valeur du savoir. Et il y a tellement, donc d'un côté, une forte concurrence dans la vente de formation. Il y a tellement de l'autre côté, l'IA qui nous pousse et l'accès à l'information qui est devenue hyper facile aujourd'hui, que finalement, on peut se substituer à l'achat d'une formation aujourd'hui assez facilement. Contrairement à l'accompagnement, où là, l'accompagnement, c'est très 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 précis. Voilà, en accompagnement, on va tout juste là, lancer notre offre avec ma collaboratrice là-dessus. Mais en termes d'accompagnement, je veux dire, on a tous nos problématiques, on a tous nos passés, nos histoires, nos expériences. Donc c'est vraiment très précis, c'est du sur-mesure. Et ça, le sur-mesure aujourd'hui, on peut le pricer. Le sur-mesure, c'est pas ChatGPT qui va aujourd'hui vous accompagner sur du sur-mesure. Et puis t'apprends de l'autre parce que Et tu vois, moi, voilà. moi je préfère qu'il y ait une entreprise qui m'appelle, qui me dise ouais, je veux que tu formes mon directeur marketing. Bien Et sûr. ce directeur marketing là, je vais passer du temps avec lui et je vais échanger avec lui. Et ça se trouve, je vais apprendre des choses sur cette niche. Par exemple, ça va être un hôtel. Et la patronne de l'hôtel, je vais en apprendre. Après l'hôtellerie, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'hôtellerie maintenant. Ouais. Mais notamment, je sais pas, une entreprise de nettoyage. Et je vais en apprendre beaucoup plus. Et plutôt que de dire, tiens, je vais te faire une presta, tu vas me donner 1000 balles par mois. Là, je préfère te facturer 1500 € sur un accompagnement d'un mois de A à Z et qu'après, tu puisses faire tout seul plutôt que après, je dis 1500 €, mais ça dépend. Mais plutôt que de facturer 1000 € par mois et puis finalement ne pas apprendre de la personne et échanger avec la personne. Ouais, C'est totalement. fructueux d'avoir un essence. ça. Après, Totalement. à contrario, tu vois, YouTube, du coup, YouTube, on pourra en parler. Moi, tu vois, créer du contenu, être obligé de créer du contenu pour avoir de l'audience et tout, c'est plus mon truc. Maintenant. En fait, il faut, tu vois, et c'est ça, c'est vrai que c'est pertinent, il faut réussir à sortir un petit peu du cadre. Je suis un YouTuber, tu vois. Ouais, mais on a après- peu tendance à faire ça. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, je me disais, il faut que je sorte des vidéos pour faire des vues, tout ça, machin. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul là-dessus et je sais que je me prends moins la tête que Après, il faut aimer ça et d'où notre Il faut aimer ça. expérience. Vas-y, Il faut tu aimer peux nous introduire du coup. Je Et bah, pense du qu'on coup, peut aller vu là-dessus, votre mais expérience, notre expérience, vous on va pouvez, en parler. ou juste après, je vais juste terminer sur YouTube, Ouais, il reste un ouais, dernier vas-y. point à aborder. Ok. C'est du coup développer également une deuxième chaîne parallèle dédiée plus à l'investissement. Voilà, parce que en fait, je me suis rendu compte que dans mon historique, finalement, j'ai pas beaucoup de vidéos sur l'investissement. Je crois que j'en ai qu'une ou deux sur ma chaîne. Et c'est vrai que l'investissement, c'est un pôle qui est hyper important, qui est vraiment pour un entrepreneur qui est aussi un pilier important. Donc la crypto-monnaie, la bourse principalement. Moi, c'est sur ces deux axes-là sur lesquels je suis réellement passé à l'action depuis 5 ans et que j'ai le plus de connaissances. Donc développer une seconde chaîne parallèle pour vraiment démocratiser, une fois de plus, l'investissement. Et puis à long terme de ces projets-là, vraiment essayer de faire un accompagnement global. Moi, je me vois vraiment ce qu'on a fait là, ici en Mastermind, ça sert aussi d'un test. Mais l'idée, ça serait d'organiser, où on sera plus nombreux, des choses comme ça, avec du mentorat, de l'accompagnement et de pricer ça. Donc vraiment ce gros axe, cyber-indépendant, cyber-investisseur, qui est le nom de la deuxième chaîne. Pour le côté investisseur, cyber, donc bourse et crypto, c'est quand même cyber, ça se gère en ligne maintenant. Et cette chaîne, tu comptes la lancer quand? Alors la chaîne est déjà lancée, mais les vidéos elles datent de longtemps, parce que c'était mon ancienne chaîne d'un autre projet que j'avais lancé sur le minage de crypto-monnaie, qui s'est un peu mal fini avec l'histoire du halving en septembre 2022. Donc c'était pas très rentable, et puis avec l'associé c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, la chaîne est déjà en ligne, mais j'ai pas tourné de vidéo encore dessus. Elles sont écrites, j'ai déjà fait les miniatures. Mais il faut que Les gens peuvent déjà aller s'abonner. ils peuvent aller s'abonner sur cette aller chaîne, retrouver allez-y. les Je crois qu'il y a prochaines. 409 abonnés, 408 il y a déjà abonnés. Il y a déjà une petite base. communauté dessus, donc
C'est cool. Tu voulais dire. Après, quelque chose du coup, tu parlais du mastermind, d'apprendre Ouais. tous les autres, de faire ça en plus grand nombre. À savoir que bah, aujourd'hui, on est en mastermind à 3. Moi, je te connais par cœur, Ouais. je connais un peu Flo aussi, on a bossé ensemble. Et malheureusement, on Donc, devait être 5 à la base déjà. on a- 5, on mais a on a pas- eu voilà, quelques moi, j'ai des imprévus. Ouais. Donc voilà, j'ai appris un peu de vous deux, un peu plus du coup. Et toi, tu vois, Flo, il a pu apprendre de toi, tu as pu apprendre de lui et tout. Et c'est ça, le cerveau collectif. Et si on était amené à refaire un mastermind, je signe aussi. Ouais, c'est vraiment ce côté cerveau collectif. Et moi, c'est vraiment un projet. Hein. Je ne serai pas tout seul en plus sur ce projet, puisque la personne que vous connaissez qui va m'accompagner sur le projet accompagnement, voilà, ça la Tout motive à l'heure, aussi pas on mal parlait aussi de faire ça. faire des, tu vois, des Mais, confs, un peu, mais voilà, des et tout. conférences, ce genre de choses. Je pense que aujourd'hui, voilà, il faut revenir à l'humain, vraiment, et je pense que c'est important. Et c'est ce qui m'amène un peu, vous parlerez après de votre projet, après je vais terminer sur cette partie-là. Vraiment, ce qui m'amène à mon autre projet, à mon deuxième projet un peu parallèle, eh bien, c'est un peu une agence comme toi, mais au moins vraiment en local, en fait. Vraiment en local. Je suis toujours basé, en fait, dans un petit village dans le centre de la France. Et moi, j'ai remarqué, enfin, c'est aussi, je pense que tout le monde l'a remarqué, les problématiques que rencontrent les artisans, les entreprises, toutes ces personnes, en fait, à se digitaliser. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, de leur faire un accompagnement complet. Un accompagnement, comme je dis, à 360 degrés. Un petit peu comme toi, donc de prendre un artisan, de lui créer son site web et de développer tout ça. Donc voilà un peu pour mes deux axes principaux. Hein. Là, YouTube, cyber indépendant, cyber investisseur. À côté, cette agence qui va appuyer. Et après, en parallèle, développer d'autres activités, mais différemment parce que je suis quelqu'un qui aime travailler tout seul, mais pour autant, j'essaye un peu plus de déléguer ou travailler un peu en binôme avec des personnes de confiance. Donc j'aspire à mettre sur Amazon SBA, notamment grâce à ma rencontre avec Arthur, et puis grâce à toi, on a pu en parler un petit peu, et puis également sur d'autres projets comme ça, un petit peu en parallèle, qui pourraient être sympas de déléguer pour toujours être un petit peu dans cette délégation, même si aujourd'hui, je pourrais, on va dire, me contenter que de 2-3 business. Donc, du coup, ouais, le activité. mastermind, ça te servirait de te faire potentiellement épauler par Flo pour. Voilà, lancer ton éventuellement. truc. Éventuellement, On pourra ouais. en discuter. C'est pas- Ouais. Et puis même, tu disais que donc, Arthur, qui a déjà de très Ouais. nombreuses connaissances, Très bon a déjà, résultat, ouais. a déjà donné beaucoup d'informations. C'est ça. Mais C'est je ça. pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Hein. Ouais. Bah, Que ce soit moi ou Ouais. toi qui. Donc on s'entraidera. Comme Et avec, c'est le Flo, principe. comme avec Flo, notamment, nous, plutôt sur les sites de niche, donc affiliation, e-commerce et tout, on a plusieurs projets à lancer ensemble. Et puis avec Flo, on a déjà travaillé ensemble. Donc, Eh ben, allez, le moment low content France. alors voilà, on parlait tout à l'heure de YouTube et que Ouais. c'était pas notre truc. Nous, on a monté une chaîne YouTube avec Flo. Donc nous, on avait, pour la petite histoire, en fait, Flo avait créé presque au même moment. Moi, j'avais créé une chaîne YouTube. Flo avait créé un groupe. Et moi, j'avais aussi Facebook, créé ouais. un groupe Facebook et j'avais été sur son groupe. Et là, il m'avait envoyé un message et il s'était dit ouais, il vient chercher. Ouais, Vas-y, enfin, raconte un peu. Ben, alors moi, de mon point de vue, c'était donc William qui avait rejoint ce fameux groupe Facebook. Parce que c'est vrai, donc comme on dit, on a fait donc, tous les deux du low content. Moi, ça faisait une année que j'en faisais. Donc j'avais eu déjà des assez bons résultats. Donc j'avais pour projet d'essayer de créer une communauté pour Lancer pour une parler chaîne de YouTube business. aussi. Voilà, une chaîne YouTube que j'aurais créée environ 6 ou 7 mois plus tard, donc en fin d'année. Mais voilà, le destin a décidé autrement, Et puisque avec mon groupe Facebook, donc William a rejoint ce groupe, et je sais plus pourquoi, hein, donc je viens te parler en pensant que c'était quelqu'un qui voulait aspirer le trafic de mon groupe en envoyant des offres en message privé. Voilà. Et du coup, de là, moi, épaulé par le grand genius of cyber indépendant Alexandre, du coup, épaulé par lui, Alexandre toujours à me pousser, monte une chaîne YouTube, monte une chaîne YouTube. J'avais monté une chaîne YouTube. Et j'ai trouvé, du coup, après avec Flo, j'ai dit non, je voulais pas inspirer tes trucs et tout. Et du coup, on a eu un call d'une heure. Et puis finalement, en fait, moi j'avais une idée de produit et lui avait aussi cette idée de produit là. À savoir que moi j'étais à fond dans trouver des produits, faire. La recherche d'idées. Voilà, la recherche tout d'idées, ça, c'est etc. quelque chose que tu. Et Flo tu était es vachement sur la technique, donc on a été super. complémentaire. Super complémentaire et de là on a lancé notre chaîne YouTube, donc on est arrivé à 2000 abonnés. On a généré entre 15 et 30 000 euros il me semble. Ouais, sur l'espace de 3 ans. 2 ans. Ouais, Et 2 ans. du coup nous Flo avait lancé une boutique déjà et on vendait des intérieurs pour faciliter aux gens et on avait un produit par abonnement qui s'appelait Niche Express et après Niche Express Lite.
Donc ça a été un bon produit, on a gagné de l'argent avec, ça prenait du temps. Après on a délégué sur la fin et puis après en fait on s'est dit que ça nous faisait clairement chier de faire des vidéos YouTube. Moi j'aime pas ça, après j'ai essayé aussi pour ma part de relancer une chaîne YouTube, mais non, Ouais, il faut aimer après. moi comme Flo, je pense que Flo il va donner son point de vue, mais moi j'aime pas faire de vidéos YouTube et puis après du coup on s'est séparés mais on est toujours resté en contact, la preuve on est aujourd'hui ensemble. Et moi, je suis allé, moi à l'époque, ce que j'aimais faire dans le low content et dans Niche Express, c'était trouver les mots-clés, trouver les niches, etc. Et aujourd'hui, je suis dans ma zone de génie, c'est aller chercher des mots-clés, des niches et puis monter un business autour, quoi. Ouais. Alors moi, de mon point de vue, en fait, moi j'avais créé donc, j'avais commencé par créer la boutique et ensuite j'avais créé le groupe Facebook. Et je me suis aperçu que j'avais fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que j'avais créé une boutique et tout avec une boutique ultra complète, hein. J'avais passé beaucoup de temps dessus, mais j'avais pas d'audience. J'avais pas commencé à créer d'audience. Et donc William est arrivé et lui il avait créé une audience mais il n'avait pas de produit. Donc au départ, je crois qu'on avait discuté, on était parti sur au départ de l'affiliation, il me semble. Tu sais, tu voulais faire des vidéos sur mes produits, enfin Ouais, de l'affiliation. ouais, ouais. Donc, au final, ça a fait que on s'est carrément complété, on a lancé Mais notre... dans le call, on avait eu l'idée de ce produit par abonnement déjà. Oui, voilà, d'entrée. oui, c'est sûr. On était les seuls à le faire en France. Oui, C'est bien. Mais pour le coup, nous, on n'a pas fait de formation, on n'a pas vendu de formation. Alors moi, j'ai titillé Flo qui était pas trop chaud. Et finalement, on a fait une formation qui était 2 ou même 3 formations qui étaient ultra complètes, gratuites, qui sont plus en ligne. Donc les gars, désolé. Mais on a créé, voilà. Moi, je suis globalement, YouTube, c'était chiant, mais je suis globalement content d'avoir créé cette communauté et d'avoir pu aider des gens, puisque nous, il y avait des gens qui venaient, qui nous remerciaient, etc. Ouais, dans la globalité, c'est une expérience qui a été fructueuse, qui nous a fait gagner de l'argent. Ouais, tu lèves un point important, effectivement, le fait d'aider les gens, c'est vrai que on s'en rend jamais compte de l'impact qu'on a, mais c'est vrai que moi tous les jours je reçois des commentaires, des personnes qui me remercient même pour des vidéos, voilà, c'est ça qui est dingue, quoi. Après, je soulignerai un point en lien avec la chaîne YouTube et on en parlait ce matin. Finalement, parfois on ne faisait pas de vidéo pendant 2-3 mois, mais on avait toujours une autre lead magnet et on avait toujours nos mails. Et si après 2-3 mois, même sans faire de vidéo, on envoyait un mail parce qu'on avait sorti un produit, et ça fonctionnait et on gagnait de l'argent. Ouais, toujours. Ça, c'est la puissance d'avoir la base mail, c'est la base mail, c'est un peu comme le centre de ton business. C'est le centre. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme moi aujourd'hui, pourquoi je pourrais être avec mes sites, etc. Mais mes sites, si Google il les crache, j'ai plus d'argent. Ouais. Alors que si j'ai ma société du coup d'agence, et derrière j'ai ces revenus là. Et c'est un peu le contraste avec la boîte mail. La boîte mail, c'est tes mails, ils sont à toi, il y a personne qui peut te les prendre. Notamment YouTube, il veut supprimer ta chaîne, et il dit ciao et t'as plus de. Moi je l'avais dit une fois, je sais plus dans quel contexte, mais pour être vraiment libre et antifragile, il faut que vous ayez autour de votre cou 2 clés, un collier avec 2 clés autour de votre cou. Premièrement, une clé USB avec votre base mail, mais surtout bien verrouillée avec un password vraiment bien secure. Et une clé Ledger avec vos crypto-monnaies, puisque la crypto-monnaie c'est quand même une monnaie qui est vachement antifragile. Donc voilà, avec ça vous êtes normalement vous êtes tranquille, vous êtes protégé, on va dire. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter sur moi? Sur YouTube non, YouTube ou les business à côté, l'agence, voilà. Pourquoi ça s'est terminé en fait, c'est que on en a parlé, mais en fait le plus important c'est de faire ce que vous aimez. Et donc comme j'ai dit, moi au départ j'ai créé les produits parce que j'aimais le low content, et d'ailleurs je l'aime toujours, mais j'ai créé ces produits parce que c'est ce que j'aimais faire. Et derrière donc par le biais de notre rencontre William, j'ai été un peu entre guillemets obligé de faire des vidéos parce que pour le trafic, etc. Mais je me suis aperçu que YouTube, c'est quelque chose que j'aimais pas. Je suis content d'avoir essayé, je suis content d'avoir pu aider des personnes, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne referai plus. Voilà, c'est quelque chose pour le moment. Voilà, c'est pour ça que j'ai hésité. Jamais, mais du coup, c'est quelque chose que ça me passionne pas. Ouais. Moi, j'ai une question. Tu dis que tu vas lancer des services Amazon, que tu as créé un site internet, et du coup, sans faire de YouTube, quelle est ta source d'acquisition aujourd'hui? La pub ou tu vas appeler le Genius Ouais, bon, alors pour l'instant, donc on est toujours en phase de création de nos services, on est en train de peaufiner tout ça, services et produits. Notre canal, ça va être principalement Instagram et on a pensé aussi à faire du TikTok. Twitter donc. Voilà,
du TikTok avec pourquoi pas un petit peu de publicité aussi. Et du coup, tu le montes en associé avec quelqu'un et cette personne-là, elle serait prête à faire du YouTube si toi t'en fais Voilà, pas. c'est ça aussi. Donc, je voulais amener ici. Donc, j'ai trouvé une personne qui me complète là-dessus, donc, qui ferait plus la partie recherche, acquisition de trafic, et moi plus la partie, encore une fois, technique, produit. Quelque chose que j'aime faire. Voilà. Excellent. Cool. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter sur ça, ou même par rapport à ce que écoute, j'ai dit tout à l'heure, par rapport à mes activités? Bah écoute, moi j'ai pas que ça à faire. Ok. Je vais aller prendre un petit thé Ouais. un petit thé turc. Un petit thé turc. En tout cas, ça m'a fait plaisir, vraiment. Ouais. On va terminer sur 2 points, quand même, rapidement. On va faire un petit tour de table sur ces 2 points-là. Et puis après, je pense qu'on arrivera à terme de ce podcast. Qui aurait été, je pense, assez long. Il va sûrement être découpé en 2 parties, dans tous les cas. Qui aurait été assez long, mais je pense assez enrichissant pour les personnes qui, plus tard, on ne sait pas, mais peut-être pour une 2e édition d'un Mastermind. Avec nous au Mastermind. Voilà, peut-être pour des projets. Je vous mettrai tous les liens, tout ça. Donc, on verra après. Si vous êtes intéressé, évidemment, tous les liens seront en description. Alors, la question qu'on posait, et tu vas commencer, William, qu'est-ce que tu dirais aux nouveaux, aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat digital, qui veulent lancer? Quel conseil tu donnerais? Allez, comme ça, en quelques phrases, rapidement. Quelques phrases. Bah, faites attention sur l'achat de formation. Moi, j'ai dépensé énormément d'argent. Mais formez-vous quand même sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Bossez. N'ayez pas l'objet brillant. Trouvez votre zone de génie et puis bossez. Très bien. Flo? William en a déjà pas mal. Et moi, ce que je dirais, c'est surtout faites ce que vous aimez. Ne perdez pas de temps avec quelque chose que vous n'aimez pas. Ne vous forcez pas. Alors, bien sûr, quand vous n'avez pas d'idée de départ, c'est un peu facile de dire ça. Mais vous allez voir assez rapidement. Disons que c'est pas l'argent qui va vous faire aimer un business. C'est vous qui allez faire un business qui va vous faire gagner de l'argent. Plutôt dans ce sens-là. C'est super important. Je le disais déjà. Important. Et la deuxième chose, c'est aussi croyez en ce que vous faites. Si vous aimez quelque chose, c'est pas parce que ça ne marche pas au début que ça ne marchera pas. Bon, c'est un peu classique de dire ça. Mais si vous aimez quelque chose et que vous sentez que c'est ce que vous voulez faire, continuez et tôt ou tard ça marchera. Je peux rajouter juste un petit point. On parlait encore des vendeurs de rêves, on va revenir là-dessus. Travaillez pour, encore une fois, je vais le dire, pour vivre. Donc, générer ce que vous avez besoin pour vivre déjà dans un premier temps, avant de vous dire je vais faire un business en ligne pour gagner 15 000 €. Je le répète encore une fois, je l'ai dit au début. C'est très important. Travailler pour vivre. Donc, avoir le strict minimum ou de quoi vivre. Et puis après, déjà, vous serez libre et vous serez heureux. Plutôt que de vouloir travailler et c'est là où je pense que tu as la phase entre l'objet brillant. Si tu dis moi je me souviens quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'écoutais les mecs, je veux faire 10 000 € par mois. Maintenant, je m'en bats et je veux gagner de quoi vivre. Big up à tous. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec toi, Alex. Merci. Attends, peut-être que Alex c'est pas terminé. Il reste encore une question. Allons-y alors. Non, alors moi, pour terminer là-dessus, c'est vrai que vous avez quasiment tout dit. Moi, je dirais effectivement trouver déjà un petit peu son ikigai, on va dire, donc trouver un peu sa mission de vie. Son quoi? Ikigai. Ah, yes. L'ikigai. Voilà, trouver un petit peu sa mission de vie, en fait, son pourquoi. Avoir vraiment un pourquoi qui est important. Tu l'as dit, le pourquoi de gagner 15 000 € par mois, mais pourquoi vous voulez gagner 15 000 € par mois? Et souvent, en fait, si la question c'est juste pour flex, là il y a un vrai problème. Enfin, tu vois, faut vraiment faire un peu une introspection et pourquoi en fait vous voulez gagner autant pour flex. Je dirais même, enfin, qu'est-ce que vous voulez combler qui va pas chez vous, ce genre de truc, tu vois. Ouais, moi je peux flex, je vais aller à Antalya acheter une Rolex à 50 balles. Et puis on va faire des vidéos et là tu vas vendre du rêve. Donc non, vraiment il faut trouver vraiment un pourquoi qui est fondé, qui est concret. Moi le pourquoi c'est la liberté. C'est d'être là aujourd'hui avec vous ici et c'est si j'ai envie de même pas rentrer la semaine prochaine ou même d'aller ailleurs. Si j'ai envie la semaine prochaine je pars en Thaïlande, tu vois. Oui, c'est pas un souci. Je veux dire techniquement ça va pas être financier, je vais pas avoir de contrat ou quoi. Donc vraiment trouver un pourquoi qui est fort. Deuxième point, trouver sa zone de génie, ça c'est fort. On est tous différents, on a tous des points forts, des points faibles. Je pense qu'il faut quand même tester pas mal de choses pour identifier là où on est bon et là où on est moins bon. Voilà, moi, ma zone de génie, je pense que c'est quand même de créer du contenu, de partager et d'accompagner et d'aider les autres. Ça, c'est vraiment un point qui est fort. Donc c'est pour ça que je me focalise vraiment sur l'accompagnement et où là, je pense que je vais pouvoir vraiment apporter le plus de valeur possible.
Toi, William, c'est peut-être plus le technique, la SEO, le SEO, ce genre de truc. Toi, Flo, c'est encore autre chose. C'est peut-être plus, on va dire, La partie technique d'Amazon, la partie graphique, réussir à trouver des bons produits. Enfin voilà, t'es assez malin là-dedans. Ouais, le e-commerce quoi. Le e-commerce en global. Donc vraiment Voilà. trouver votre zone de génie, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, il faut l'identifier. Et puis enfin, je dirais, le troisième point, c'est vraiment marathon. Marathon. Il faut voir l'entrepreneuriat non pas comme une finalité, non pas vous dire que le jour où vous gagnerez 10 000 euros par mois, ça y est, c'est terminé, c'est la fête, vous êtes en retraite. Non, l'idée c'est vraiment de voir ça sur le long terme et ça va être long, mais en fait ça va faire comme la bourse, comme la crypto, ça va être exponentiel en fait. Au début ça va être long, les premières années c'est les plus dures. Il va y avoir tous les syndromes, la traversée du désert, moi je l'ai vécu. très dur, c'est une période qui est très compliquée. Moi j'avais fait un podcast là-dessus, c'est vrai que ces 5 dernières années, il m'est arrivé quand même des sales trucs dans ma vie, et pourtant voilà, j'ai gardé le cap, ça a été dur, il y a eu des baisses, mais voilà, j'ai lissé, et après je suis parti. Non, enfin, traversée du désert, je dirais que j'en ai une plus ou moins l'année dernière. Ouais, je me souviens les galères. C'est souvent mais les bon, soucis. oui, c'est quelque chose. Quand t'as pris ton appartement, que t'as acheté ta voiture et tout, là t'as eu un peu. Non Voilà, un petit peu. Ouais, à ce Ouais, moment-là. mais du coup c'était plus financier. Parce que- Plus financier, Hmm. c'était disons que comme je venais de. Je sais plus, non. Non, en vrai dire, j'ai pas vraiment eu de. Ouais, Flo, il a pris la pente. Ouais. Et puis bah voilà, enfin ces 3 conseils je pense qu'ils sont bons. On va terminer, dernière question, dernier petit tour de table et puis après on va conclure, on va pouvoir aller se boire un petit thé turc, ça va? On va avoir le temps. Bien sûr. On va avoir le temps. Quels sont les outils et les ressources essentielles que vous recommanderiez aux entrepreneurs digitaux pour réussir dans leur entreprise? Allez, 2 outils on va dire par personne. Alors, il y William. en a qui viennent à l'esprit, Non, sinon non, je peux en donner vas-y. déjà un. Allez. Un qui permet d'organiser ses journées, parce que c'est vrai que quand on fait ce travail, l'organisation c'est au cœur de votre métier. Carrément. Donc un outil que j'utilise, qui est très utile, d'ailleurs on l'utilise aussi ensemble, s'appelle Trello. Donc, je sais pas si tu vous l'utilisais à connaissez une Trello. époque, il y a 2 Trello. ans. D'ailleurs on l'a Avec utilisé les aussi en systèmes logothèque. Moi j'utilise C'est ça. ça, mais. Donc Trello, très utile Mm. pour s'organiser. Ouais. Donc là j'ai pas un deuxième qui me vient à l'esprit, mais Alors moi je dirais, du coup maintenant là on est ChatGPT. ah ben bien sûr. Classique maintenant, C'est hein, je sûr. pense que ChatGPT, après ce assistant virtuel, voilà, comme assistant virtuel on va dire, serait- un petit peu. Après, c'est conseils ou outils Un outil, une ressource ou un outil. Ouais. YouTube. YouTube. Alors, YouTube pour de la formation, pour de l'apprentissage et ChatGPT pour de la créativité. Toi, Flo, ça Trello pour le time L'organisation, management. c'est ça. Tu auras un autre outil en plus? Alors là, ça serait c'est plus du concret, mais c'est pour organiser plus des rendez-vous, des trucs comme ça. Ouais. On s'organise avec voilà. Calendly. Non, pas Calendly. Google Calendar. Alors après, un Ok, outil, moi ça, je dirais ouais. WordPress Voilà. aussi, parce que WordPress, finalement, en tout cas. WordPress c'est mon petit bébé. Et Techniquement, WordPress, avec c'est WordPress, tu peux quasiment tout faire aussi. Moi, alors, comme outil, je vais recommander System.io. Aujourd'hui, l'outil qui est quand même un peu au cœur de mon business maintenant. J'ai eu beaucoup de changements avec Podia, System.io. C'était plus compliqué avec Podia sur certaines choses. System.io est beaucoup plus complet, à mon sens. Il permet vraiment de tout faire. Aujourd'hui, en termes de page builder, je trouve que c'est excellent. Je l'ai utilisé pour faire plusieurs sites, mes pages de vente sont faites avec ça, donc vraiment un outil aujourd'hui qui arrête pas de grow up, hein. Enfin vraiment top. Et après, comme autre outil, je suis en train de tester un petit peu Filmora 12 en termes de montage vidéo. Donc voilà, je parlais de YouTube, je vais rester là-dessus. C'est une petite pépite, vraiment. Je suis dingue de cet outil. Le peu que j'ai pu l'utiliser, c'est complètement dingue. Filmora 12 donc, est un logiciel de montage vidéo, mais qui s'appuie également sur l'intelligence artificielle. Et dans en fait, Filmora 12, c'est un petit peu comme un Canva, en fait, où il y a plein de choses qui sont greffées. Il y a plein d'images et de vidéos libres de droit qui sont disponibles en un clic, en fait. Okay. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur un site externe. Voilà, il y a la facilité. Il y a des outils comme le fait de supprimer les blancs automatiquement. Ce genre de choses. Vous appuyez sur un bouton, tac, 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 ça enlève tout. Plutôt que de passer par un logiciel externe et faire tout ça. Ouais. Donc il y a plein de choses. Il y a le détourage automatique aussi. Ouais, Flo, il va dire voilà. Canva. Voilà, Canva, c'est le Canva de la vidéo en fait, je trouve. C'est Canva, c'est un outil. Canva, outil magique. En fait, aussi, il y en a trop, donc exceptionnel. tu m'aurais dit ça. Il y en a trop maintenant, voilà. On va je pense, s'arrêter là en termes d'outils, mais voilà, c'est vraiment de très très beaux outils. Et Filmora 12, voilà, moi je suis vraiment en train de le tester. Je vais vraiment m'y mettre, je pense, le prochain mois dessus. Bon, bah écoutez, voilà. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter avant
Bah, qu'on moi je conclue ce dirais podcast. non, je dirais que si les gens ils ont des questions éventuellement sur la SEO, etc., tu peux mettre aussi mon Twitter. Voilà, ok, ça marche. Allez visiter mon site si vous avez besoin. Y a Voilà, pas de souci donc, pour avoir William, des sites internet, etc. Vous Tes m'envoyez liens un seront en message, dessous. Ouais, vous marquez que vous venez de la part d'Alex et puis je vous ferai un petit discount. Et puis voilà, il y aura un petit truc, un petit geste qui sera fait. Donc William, tous tes liens donc, seront en description. On verra ça. Genre, Hashtag stratégie web. mon agence. stratégie web, voilà. Et puis également, je mettrai peut-être les liens des autres vidéos qu'on a pu faire ensemble, enfin des Ouais. 2 autres podcasts. Bah, C'est la 3e podcast que tu fais. Le 4e, peut-être pas avant la 2024 quand même. Hein. On va peut-être un petit peu. Bah ça dépend, si je lance On mon verra. agence et dans On verra. 3 mois je S'il y a suis des à choses, 10 000 euros. Non, je rigole. On verra ça. À toi, Flo, le petit mot de la fin. Vas-y, si t'as des choses à rajouter. Mais je finirai par dire croyez en vos projets, ne travaillez pas pour l'argent, mais faites pour ce que vous aimez. Ouais, exact. Et puis voilà, après, si je peux me permettre aussi de parler, donc si jamais, à tout hasard, vous avez un. J'en profite. Instant hein. pro. Si vous avez un appartement que vous souhaitez louer en courte gestion autour de La Rochelle, Rochefort, ces zones-là, bah écoutez, peut-être que Alex pourra peut-être. Oui, il y aura tes être liens de là. toute façon. Donc voilà, il y aura si tes jamais liens. vous avez un appartement. Voilà. ouais. Ou bien des conseils sur Amazon FBA. Bien des Voilà. conseils Ou sur des conseils Amazon sur Amazon aussi, FBA, je mettrai également tes liens aussi là-dessus. Et puis bah pour moi, bah, je vais clôturer, ça commence à être un petit peu dur, on est je crois à 2 heures de podcast les gars. Ah, hein. pas mal. C'est le Ouais, record, hein. je moi pense. personnellement j'ai jamais fait un podcast ou une vidéo aussi longue. Donc, C'était parce qu'on très est trois intéressant, en aussi, tout c'est cas, le merci beaucoup En tout cas, Alex. c'était Ouais, merci, intéressant. Alex. Voilà, c'est vous qui m'aviez aussi suggéré ce type de format-là, plutôt à 3. Moi, je voulais plutôt faire une interview comme ça, à la limite de toi, Flo, et éventuellement toi, William. Non, Donc là, moi, c'est bien. Voilà, on est donc. Je vous mettrai également en insert pour terminer un petit peu quelques vidéos, un petit peu de la Turquie, quelques petits trucs qui vont apparaître là au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, bah écoutez, merci à vous les gars pour ce Merci podcast. à toi, Alex. Merci. On se retrouve Merci. très vite pour un Merci, Flo. prochain podcast. Évidemment, tous les liens seront en description. Et puis, comme à mon habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.